combien? C'est pas grave, je lance le Le générique. 13. Le 13. Non, mais Ah oui, l'épisode. l'épisode. Je vais laisser un petit peu plus cette fois-ci parce que j'aime bien. J'adore le jeu de masse. Mais non, c'est Modern Talking, j'ai déjà dit. J'adore Drive. J'ai pas tapé très très loin. Je Quel masse titre. Modern Talking. J'ai pas tapé très loin. Non, effectivement. Bon. Phase B, épisode je sais plus combien de la saison 2, mais c'est un spécial Princess Bride, ou, chez nos amis québécois, Princesse Bouton d'Or. Voilà. Heureusement que je l'ai pas mis dans mon quiz. De toute façon, tu sais que quand quelqu'un fait des quiz ou fait des facts, je les gâche tous directement. À chaque fois. Demande à Elodie. Mais je ne dirai rien d'autre de plus par rapport à ça. On serait obligé d'être attentif du coup. Ah bah oui, c'est con. Moi qui pensais faire une sieste. Attends, c'est Olivier il m'a conseillé. Ah, moi j'ai dit, dès que tu peux, tu dors. Ça va pas se vendre du tout, c'est bien. Faut Alors, faire Mais du make-up j'avais autour oublié des qu'il y avait yeux. Twitch maintenant. Oui, t'as oublié qu'il y avait Twitch, mais oui, c'est ça, c'est pour ça que ça se voit. J'ai pas encore le réflexe. Ah ouais, non, effectivement. Avec moi ce soir, il y a Sarah, Coucou. Olivier et Salut. Quentin. Donc, Bonjour. pour parler principalement de Princess Bride, qu'on a, en fait, on est deux à le connaître et deux à l'avoir découvert. Tout à fait. C'est bien comme que c'est bien réparti, parfait. Bon ratio. Voilà, donc est-ce que ça va être deux qui adorent et deux qui détestent? On verra. Surprise. Sarah nous a préparé un quiz qui n'a rien à voir avec Princess Bride, mais niveau culturel, donc surprise aussi pour nous cette fois-ci. Ouais, ce sera un quiz Moyen-Âge, voilà. Un peu dans la thématique. Cool. Ouais. Pas mal. Ça va faire plaisir aux moyen-âgistes. Exactement. Bonjour nos amis médiévaux. On va tellement se faire descendre. Bisous le Puy du Fou. Bon, on s'arrête tout de suite. Je me désolidarise de cette vanne. Puy du Fou. Voilà, on a atteint le point Puy du Fou assez rapidement. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, qu'avez-vous fait culturellement ces dernières semaines? Petite semaine, mais semaine quand même, Sarah. Alors, moi j'ai été au cinéma, j'ai Non. été voir, ouais, ça fait très longtemps que j'avais pas été en vrai, donc je suis assez contente. J'ai été voir Second Tour, le dernier du Pontel, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je me suis marrée comme... Moi j'aime beaucoup Albert Dupontel, je suis pas très difficile et je suis très bon public, donc du coup, dès qu'il y a des petites blagues et que c'est un peu absurde... Bon public. Bon public. Désolé, je sais plus qui entendre, je suis bon public, moi à chaque fois j'entends ça. Ça va être très long. Oui. Titre. T'imagines si les amoureuses bécotaient sur les bons publics? Ce serait un bordel. Quelle angoisse. Donc voilà, donc c'était vraiment très très chouette, comme d'habitude assez différent. Alors il y a quelques scènes un peu space où on sent qu'il a envie de se faire plaisir, il a envie de tester des choses à la caméra, donc bon, un peu what the fuck, mais après moi ça me dérange pas, j'aime bien voir des choses un peu nouvelles. Et puis les acteurs, alors c'est Emma Decaune dedans, je sais pas, non. Je sais plus si c'est Emma Decaune ou... Non, c'est pas Emma Decaune, c'est l'autre. Non, Elles se ressemblent, les deux actrices. C'est Cécile de France. Voilà, bon, j'ai compris toujours toutes les deux. Elles se ressemblent comme pas permis. Il y a deux dans leur nom en plus. Et Decaune de France. Emma Decaune. C'était pour ça. Qui est très très chouette. Et voilà. Et sinon, je suis en train de lire en ce moment une petite BD super mignonne qui s'appelle Putain de chat. Ah oui, mais je sais, je les ai, moi j'ai putain de chien aussi. C'est la voilà. puce. Donc du coup, on m'a offert Moi je lis ça, aussi, on entend trop ton clavier, Quentin. Ah ouais, Pardon. j'arrive plus à me concentrer. Tu peux te muter quand tu tapes, s'il te plaît? Excusez-moi, rookie mistake. J'arrête, pardon. Voilà. Donc Putain de chat, c'est une petite série de bouquins. Je sais pas combien il y a de tomes, moi j'en ai 6 je crois.
Il y en a un peu plus, mais je sais plus combien, effectivement. Voilà, le mec fait des petits dessins à la base sur Facebook, il en a sorti une série, c'est hyper drôle, c'est que des petits chats connards, ils sont beaucoup trop mignons. Des petits chats, quoi. Voilà, et puis voilà, moi je rigole, ça me change de Madame Bovary que j'ai commencé il y a 6 mois, que j'ai toujours pas terminé, que dans lequel j'ai du mal à me remettre, donc en ce moment je l'ai plutôt putain de chat. Ah, alors, et dernier point. Il y a 11 tomes. Pardon. Il y en a 11. Tomes. Des tomes. Je suis fatigué. Tom. Tom. Il y en a 11. Voilà, bah, du coup, le dernier est sorti en juin, donc ça va. Bah, c'est une série qui continue. Et pour ceux qui ont la flemme, il y a un best-of qui est sorti. Ah, bon, après, c'est... Mais bon, autant tout lire, quoi. Vaut mieux lire les trucs complets. Et puis, dernier truc, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Black Angels, que je ne connaissais pas, qui est super bien. Donc, je suis en train de me faire leur discographie en ce moment. En fait, je les ai découverts parce qu'ils étaient sur la bande originale de Evil, la série, dans un des épisodes. Un morceau qui... En gros, c'était un mélange de Nine Inch Nails et Dépêche Mode. Je me suis dit, comment ça se fait que je ne connaisse pas ça? Et du coup, c'est vachement bien. Donc là, je suis en train de découvrir la disco. Je pense que je ferai peut-être une petite reco sur un des albums dans un prochain Face B. Oui, quand on ne fera pas des sujets principaux. Et vu le programme qu'on a jusqu'à la fin de l'année, c'est pas pour tout de suite. Oui. Sauf si on fait une lettre au Père Noël à la place de Noël. C'est possible. On verra. On n'a pas encore défini réellement. Peut-être qu'ils ont fait des chansons de Noël. Je regarderai. Tu trouves un truc pour t'accrocher. Voilà, c'est ça. Culturellement, moi, ça va faire écho à l'épisode hommage à Matthew Perry, parce que du coup, pris de curiosité pour Studio 60 on the Sunset Strip, j'ai regardé un épisode. Évidemment, autant dire que j'ai pas pu m'arrêter. Donc, j'ai mangé les 22 de 40 minutes les 2 dernières semaines. Voilà. Je pense que vous en avez déjà assez parlé, mais c'est fabuleux d'écriture, d'interprétation, de rythme, c'est centré sur les personnages, mais de manière admirable. Enfin, c'est The Social Network, mais dans les coulisses du Saturday Night Live. Voilà, c'était très 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 bien. Surtout sans Zuckerberg. Et sans Zuckerberg. Mais oui, enfin voilà, c'était trop bien. Sinon, au cinéma, j'ai été voir le dernier Miyazaki, Le Garçon et le Héron, sur lequel je suis ressorti énormément sur ma faim. Je suis rentré avec une énorme envie de l'adorer, comme tous les Miyazaki, et je suis vraiment ressorti sur ma faim. Je sais pourquoi. C'est un film très personnel d'un vieux monsieur de 82 ans, ça se voit, il a eu raison, c'est son film et il fait ce qu'il a envie, comme il a toujours eu envie. Beaucoup trop symbolique, métaphysique, presque ésotérique, vraiment plein de trucs en hic, sur lesquels j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait, non seulement parce que j'ai trouvé que le film commençait trop vite. Je suis pas rentré dedans, titre, c'est ça? C'est parce qu'il a tapé à côté. Non, mais voilà. Les trucs en hic, c'était hyper drôle. Plein de trucs en hic, et puis je fais plein de trucs en hic, je fais moi. Oui. Je suis pas rentré dans Frédéric. Non. C'est-à-dire que contrairement à ces films précédents où avec énormément de poésie et plein de niveaux de lecture adulte, il y avait quand même toujours ce rythme, cet humour, etc. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait plus du tout ni le rythme ni l'humour et qu'on était vraiment dans une errance psychologique qui peut plaire à beaucoup. Moi, je suis juste resté sur le bord de la route, malheureusement. Voilà, c'était joli, mais je me suis un peu embêté et je regrette un petit peu, mais bon, peut-être le revoir plus tard. Et puis voilà pour moi. Ok. Olivier? Eh ben moi, ça va être l'inverse, puisque j'ai aussi vu le Miyazaki et que j'ai adoré. Pour moi, il fait partie de son top 3. J'ai enfin retrouvé le Miyazaki que j'aimais de Chihiro et Mononoke, et il m'en a mis plein les yeux, et c'était titre. Non, elle est dégueulasse, celle-là. Non.
et non, mais surtout pour ça, c'est horrible parce que non, j'ai trouvé l'histoire. À son âge, il s'est plus visé. Hein, qu'est-ce que tu veux Non, mais autant il y en a des évidents, mais on a mis plein les yeux le titre, faut aller chercher quand même. Donc vraiment. Ah, j'étais sûr que vous allez me la faire donc. Titre. Et non, moi j'ai trouvé l'histoire absolument bouleversante. J'ai trouvé les images incroyables, l'animation toujours. Je pense qu'il y a personne n'arrive à la cheville de Miyazaki actuellement en animation. Pourtant, il n'est pas grand. Hein. Et pourtant, il est pas. Ouais, mais son talent, il est très 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 grand. Oui, donc, non, mais ça, évidemment. Alors vraiment, je pense qu'en termes d'animation, Ah oui, non, mais... je vois pas qui atteint ses capacités. C'est fou. C'est-à-dire que c'est presque. Oui. Avec un peu d'effort, ouais, ça peut le faire. Il manque juste un bel incendie. Il y a beaucoup de fatigue ce soir, on va bien rigoler. Ouais. Je suis en pleine forme, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai J'étais vachement... très sérieuse avec mon pas de patrouille. J'aurais pu citer Miraculous aussi d'ailleurs. 2 énormes cartons du box-office français à l'animation Il en faut. qui laisse à désirer. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup pondéré, hein. C'est-à-dire que je suis d'accord sur toi au niveau de la beauté incroyable des images, de l'animation, des techniques d'animation. C'est Miyazaki, c'est fabuleux. C'est juste au niveau de la narration, je me suis très vite ennuyé. Moi, pour tout dire, j'avais très mal au genou. J'étais au forum des images et j'avais mal. Enfin, au forum des images, il y a peu de place, donc je ne pouvais pas étendre mes jambes. Oui. Et donc, au bout de 5 minutes de film, je ne connais pas comment tu peux avoir mal au genou en temps ainsi, mais ok là. Okay. C'est très petit. Ouais, et puis en fait c'est juste mes tendons qui tirent et puis voilà. Et en fait au bout de 5 minutes de film, j'ai commencé à avoir très mal au genou, je ne pouvais pas étirer mes jambes et je me suis dit le film va être très long. Et en fait, il s'est terminé, j'ai fait waouh, j'ai même pas vu le temps passer. Donc j'ai été pris dans le truc. Effectivement, c'est très symbolique, effectivement, c'est très onirique. Mais le truc, c'est que c'est aussi très Frédéric. Et il me manquait onirique en fait dans mon bingo en X, donc je suis content que tu l'aies trouvé. Et asiatique aussi. C'est un film très merciatique. C'est pour ça peut-être que ça m'a fait du bien au genou. Et j'ai été pris par l'histoire, j'ai été pris par je trouve qu'il a abordé le deuil d'une manière différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Donc c'est rare quoi, ce genre d'émotion au cinéma. Donc voilà, faut en profiter et faut aller voir parce que si vous rentrez dans le film et ça vaut vraiment le coup de voir ça sur grand écran quoi. De toute façon, faut aller voir ça, c'est sûr. Et moi aussi je l'ai vu, j'en ai pas parlé, mais du coup je suis entre vous deux. Moi je trouvais ça bien. Qui est toi? Non. J'ai pas vu. J'étais jaloux de celui d'Olivier qui était magnifique. Oui, là, Carte Joker, elle est... Non, mais on peut pas faire mieux, là. J'ai merdé. Non, je vais arrêter. Il a visé trop haut. Je vais arrêter là. Donc ouais, non, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça non plus. C'est pas mon Miyazaki favori, quoi. Mais c'est un peu trop what the fuck pour moi, en fait. Donc c'est aussi pour ça. Je comprends les gens qui sont rentrés dedans et qui ont trouvé ça très poétique. Après, moi, j'aime pas les oiseaux de base. Ça me dégoûte un peu. Donc du coup, tout au long du film, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Alors il y a Héron dans le titre qui te donne un indice sur... Ouais, mais bon, voilà. Il y a aussi le garçon dans le titre. Comme je dis, ça va compenser. Et c'est purement personnel. Mais non, après c'est très beau, il faut aller le voir, mais c'est pas mon favori. Et toi, Frédéric? Moi je sais plus si la dernière fois j'y avais déjà joué, mais Super Mario Bros Wonder, voilà, j'y joue et j'aime vraiment beaucoup. Et alors, ça donne quoi? C'est juste le meilleur Mario 2,5D parce que c'est toujours de mon côté qui soit sorti ces 10-15 dernières années en fait, parce que c'est un niveau, une invention de gameplay, de la magie plein les yeux, c'est beau, ça bouge bien, ça se joue à plusieurs, c'est accessible, les musiques sont top, c'est rigolo, enfin il y a... il est au top de ma liste de Noël.
Ouais, bah franchement, un indispensable sur Switch, ça c'est évident. Mais j'ai déjà pas le temps de jouer au nouveau circuit Mario Kart, donc comment faire? Oui, bah ça c'est toujours le nerf de la guerre. Et sinon, j'ai découvert aussi un groupe, tiens comme Sarah justement, c'est pas le même. Non, parce que ça pourrait être Ça aurait été une drôle. coïncidence. Ça aurait été drôle. Ça s'appelle donc Young Gun Silver Fox. C'est un duo en fait, donc Sean Lee et à chaque fois l'autre Andy Platt, ce que je retiens pas, qui sont en fait originaires de Brighton, même si Sean Lee en fait il est né à Wichita, donc c'est vraiment super loin. D'ailleurs quand tu le vois, tu vois qu'il a il a des origines amérindiennes en plus, et il a travaillé, c'est un gars qui a plus de 60 piges et qui a travaillé avec Jeff Buckley. Oh. Il a aussi travaillé avec Lana Del Rey, Saint-Étienne. Il a travaillé avec beaucoup de monde autour au fil de ces années. Toute la il a ville, fait... Saint-Etienne. Ouais, Juste l'équipe de foot. Juste l'équipe de foot, effectivement. Donc voilà, et ils font quoi comme musique? Mais en fait, il y a un genre que j'aime énormément, qui porte un nouveau nom depuis maintenant une dizaine d'années, voire un peu plus, qui est le yacht rock, qui est en fait le nom qui est donné pour le soft rock californien, le genre de rock que tu écoutes quand tu es en voiture et que tu veux imaginer que tu as des palmiers autour de toi et du soleil. Voilà, tout va bien. C'est les Doobie Brothers, c'est Kenny Loggins, Michael McDonald, etc. Et eux, en fait, c'est un groupe qui date de 2012. Ils ont déjà 4 albums à leur actif, et c'est le seul groupe qui fait du yacht rock aujourd'hui, qui a compris ce que c'était ce genre-là et qui ne fait pas du pastiche des choses déjà entendues. Donc ils arrivent à réinventer des morceaux qui en fait auraient très bien pu exister il y a 40 ans, voire plus. Et si vous voulez un truc qui vous donne un peu de soleil et justement l'envie de voyager, Young Gun Silver Fox, c'est vraiment très 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 cool à écouter. Voilà. Je ferai peut-être un truc une autre fois quand on aura un peu plus de temps, mais moi je suis très content d'entendre ça. Ok, voilà. En tout cas ils ont une bonne tête. Ah oui, ils sont super sympas. Quand tu vois le truc, tu te dis, ok, t'es parti pour les vacances. Bien rigoler, quoi. Voilà, et puis et surtout c'est vraiment plein de respect sur le genre, et quand tu regardes les pochettes des albums, ça sort directement des années 70-80, quoi. C'est pas possible autrement. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait moi, mon côté, ce qui est déjà pas mal. C'est vrai. Ce qui est déjà pas mal, effectivement. Alors Sarah, je vais lancer ton générique. Si je remets le son, ce sera peut-être mieux. Rien à voir avec Young Gun Silver Fox, ça, je vous le dis tout de suite. Je les avais dans les oreilles au moment où tu as lancé le truc, ça... effectivement, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression qu'il y a une opération spéciale côtelette de veau à Intermarché. C'est ça. Moi, attends, très bien. Il y avait une suite. Ah oui, c'est Avatar. Non, c'est qui veut gagner des millions. Okay. Est-ce que vous êtes prêts à gagner des millions? Ah ouais, on gagne des millions. Ok, cool. J'ai pas dit des millions de quoi? Des millions de punaises de lit. Ok. Bienvenue en France. Alors, un petit quiz thématique moyenâgeuse. Donc sur que des gens très très vieux. Comme d'habitude, 3 manches pour vous. C'est des gens très très vieux comme qui? Comme les trois cons que t'as en face de toi. Les 3 cons qui ouais, je suis la plus jeune en plus. Ça va, ça vous allez la trouver facilement la réponse du coup. Bah oui, on va l'avoir connu. Oh bah oui, en noir et blanc dans notre jeunesse. Bien sûr, je le connaissais. Ouais, oui, quand je l'ai connu, il s'est fait empaler sur la place du village. Et moi je l'ai connu, il tirait encore à blanc. Hein. Bon, alors du coup je disais 3 manches, une première manche, le fameux qui suis-je, la deuxième manche, trouver le titre français, mais je vous donne la version québécoise, et la troisième manche, alors j'ai pas fait les génériques humés parce que là c'était un peu plus compliqué, je vous ai mis des citations.
Donc Allez. on est dans un univers Moyen-Âge, donc comme c'est phase B, il n'y a pas de série, c'est principalement du film et ou autre, mais en tout cas, surtout effectivement des films. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? On n'oublie pas de donner, s'il vous plaît, son prénom, et c'est moi qui vous J'ai l'impression que donne Quentin... la parole. C'est le plus dur dans le jeu. Alors, juste un truc. Quand t'as dit, il n'y a pas de série, j'ai vu Quentin qui a serré les yeux, genre, comment ça, il n'y a pas de série aujourd'hui? Si, non, c'était. Je me concentre. Ok, on Donc donne je son nom. disais, vous ne donnez pas votre réponse avant que je vous ai dit OK. Donc vous donnez bien votre prénom avant, s'il vous plaît. Et on a perdu Quentin. Non, Il a fait une Sarah. Il a fait une Sarah. Tout va bien. Ça va, oui. Putain, j'ai envie de vomir là. Des Si vous, spéciaux, si James vous qui Cameron. écoutez, Il est pas. le podcast en audio, allez voir sur le replay. À peu C'est près une 20 minutes. cascade. Il a essayé de nous déstabiliser en faisant des vagues avec son truc et comme ça, pour qu'on ait tous le mal de mer. Il nous a fait une top C'est gun. clair. Je vais vomir ma purée de brocoli, quoi. Allez, C'est parce que c'est dégueulasse. Première question. Non, c'est faux. En plus, je l'ai fait Ce bon moi-même. brocoli. Elle est très bonne, ma petite purée. Elle est C'était bien pour la verte. vanne. Allez, c'est parti. Alors, let's go. Donc, première énigme. Ça va aller très vite, hein, donc vraiment, vous n'oubliez pas de donner votre prénom. Je suis un personnage historique né vers 1412 à Domrémy-sur-Meuse. C'est Olivier. Oui. C'est Jeanne d'Arc. Oui, c'est Jeanne d'Arc. Bravo. Très bonne pote à Olivier Fanda. Ouais. Ouais. C'est son ex. John, au secours. C'est son ex. Bah, C'est son armure. pas bon. Donc, je Ok. continue, c'est au début J'avais du pas 15e. Sarah, j'avais pas vu la vanne, je suis désolé. Il faut pas de pastiche, il faut du Ricard. Oui, mais je voulais pas t'interrompre parce qu'on m'a pas arrêté de t'interrompre, alors... C'est pas grave, mais là t'aurais pu. Non, d'accord. La Ce prochaine sera, fois, ce sera le titre de ce Ouais. podcast. Il faut pas du pastiche, il faut du Ricard. Donc la petite Jeanne, au début du XVe siècle, on lui confie la mission de dégager les Anglais du territoire français. Et malgré ses prouesses au combat, elle est capturée, elle est vendue aux Anglais pour 10 000 balles et on la brûle vive en 1431. C'est un peu En tristoun. Korean barbecue. Tout à fait. C'est d'ailleurs le premier restaurant de barbecue coréen qui a ouvert en France À en volonté. 1400 à volonté. Voilà, oui, pour l'époque. Non, mais elle a quand même été réhabilitée en 1456. Ouais, Il y a c'était plein un de peu tard, films. quoi. Elle était contente de l'apprendre. Un peu trop tard. Ouais. Bon, il y en a un qui était content, c'est Jean-Marie Le Pen. Hein. Jeanne Oui, bien sûr. Plusieurs films qui ont parlé de ses aventures, mais avec des actrices qui ont toutes des coupes de merde. Je suis donc Jeanne d'Arc. Bravo Olivier qui a le premier point. Next. Je suis un acteur né en 1956 dans l'État de New York. Je fais mes premières apparitions à la télévision à l'âge de 21 ans, notamment dans la série de Sullivans. Après une baston dans un bar, j'accompagne un pote à un casting pour un film à tout petit budget et mon aura de bad boy va me permettre de décrocher le rôle titre de ce film qui deviendra le film australien le plus rentable de l'histoire. J'oscille tout au long de ma carrière dans des rôles cultes mais aussi classiques en incarnant Hamlet ou encore L'homme sans visage et puis je me lance dans la réalisation. Olivier. Oui. Mel Gibson. Oui, bravo. Ouais, L'homme sans visage, oui, là. bah oui, l'homme sans visage, oui, putain, merde. Magnifique. Quand t'as dit australien, je dis, mais Gibson, putain, t'as dit d'autres trucs, j'étais là, je fais. Ah, moi, j'étais sur le mec de Crocodile C'est ça. Dundee, moi. Ah, et Mel Gibson, parce que Braveheart, d'accord. Bah oui. Et donc, je me lance dans la réalisation et je remporte l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour mon œuvre la plus ambitieuse, dans laquelle je porte parfaitement le kilt. Acteur largement controversé suite à mes déclarations limite, je suis Mel Gibson. Bravo Olivier, pour l'instant c'est un sans faute pour Olivier. Troisième question de la première manche. Je suis une chanson sortie en mai 1998, mêlant plusieurs styles musicaux et ayant vendu plus de 1,7 million de singles. Frédéric, Inspiré... Oui. la tribu de Dana. Oui, bravo, la tribu de Dana. Mano. C'est tout à fait ça. Inspiré d'une chanson traditionnelle Trimartolo, j'y relate les exploits épiques d'un guerrier que Hakim le forgeron est venu chercher. Et il finit par tu sais rejoindre pourquoi je sa l'ai en femme, tête son fils et son domaine. Tu sais Ouais. pourquoi je l'ai en tête? Donc hier, je faisais donc la dernière de la pièce dans laquelle je jouais. Et quand on démontait le décor, il y a plein de chansons qui sont passées, dont celle-là. Pourquoi? Voilà. Mais c'est resté là.
Ça part Bah, jamais écoute, vraiment, bravo, Manon. ça t'a ramené un point. Bravo, la première manche est terminée. On va passer à la seconde manche, les titres. Je vous donne le titre québécois, vous me donnez le titre français. C'est parti pour la première question. Le titre québécois est Cœur vaillant. Quentin. Oui, Braveheart. Ouais. bah oui. Premier point. C'est pas facile de trouver des titres québécois, mais bravo, bien joué. Deuxième titre québécois. La légende de Camelot. Quentin. Ouais. Comment il s'appelle? Zut, avec Sean Connery et Richard Gere. Lancelot. Non. Les gens de Camelot. Olivier. Ouais. Sacré Graal. Non. Bah non. Sacré Graal, ça, c'est ok. Mais quoi, je vois pas pourquoi ils l'ont changé autrement. Les gens de Camelot. Bah si, parce qu'ils sont pas obligés. C'est pas le titre anglais. Sacré Graal, c'était mon petit Python de Holy Grail. C'est C'était pas... Holy Grail, donc. Oui, mais cinq- ils peuvent avoir cinq changé. cinq Graal éventuellement. Bon, c'est pas ça en tout cas. En tout cas, c'est pas ça. Non. Ah merde. Est-ce qu'il faut que je fasse un mime? Si tu veux, C'est quoi bah, déjà? Je me souviens plus S'il te plaît, oui. du La titre. légende de Camelot. Oh, c'est un hymne sonore en plus. Je tire un truc super dur. Oh, Ah, Quentin, Merlin l'Enchanteur. Pardon. Non, Frédéric. Non, Vas-y. j'ai déjà répondu là. Le Non. roi Arthur, non. Oui. Non, mais c'est ça, mais c'est pas le nom du film que je cherche. Donc vous avez trouvé l'idée du mime. Ouais. Comment ça s'appelle ce truc? Ah, Excalibur. Bien. Mais- Mais Frédéric. Ouais. Tu n'as pas donné, mais c'est pas grave. C'était Je te Excalibur l'accorde, c'était Excalibur, le film. C'était un film, ça de John Borman. Tout à fait. Donc, À ne pas confondre avec Du coup. Excalibur. C'est pas le genre d'épée qui retire du rocher. en tout cas, c'est une épée qui retire de autre chose que d'un rocher. Ah ouais. De De Roger. Roger. Non plus, non. Pauvre Roger. Roger. On va trouver Alors. quelqu'un qui va tirer ton épée. Oh, dis donc. Petit point pour Fred. Ensuite, le dernier. On va voir si vous allez trouver. Celui-là, il est un peu plus difficile. Le titre québécois est La sorcière noire. Quentin. Ouais. Willow. Non. Alors, C'est le titre québécois d'un film américain des années 2000, je crois. Je vais vous donner l'année. Non, ça c'est un truc Les de années, Marvel. ça, allez, on c'est voit. sorti en 2011. C'est sorti C'est en le- 2011. C'est le machin avec Angelina Jolie, là. Non. Non. C'était quoi le machin qu'Angelina Jolie? Maléfique. Maléfique, voilà. Merci. Je retrouvais pas. Non. C'était Non, une on est sorcière vraiment noire, dans le truc. 2011. Ouais. On y suit l'histoire de Bayman, un chevalier qui revient en Europe et qui trouve l'Europe ravagée Frédéric. par la peste noire. Ouais. Beowulf. Non. Bayman. Bayman, il s'appelle. Ouais, c'est quand t'as plus le héros, en fait, tu prends le gars, le Bayman. quoi, c'est- C'est le Bayman. L'acteur principal est complètement cinglé. Il y en a plein. Oui, Mais mais Quentin. un peu plus. Ouais. Le dernier Templier. Oui, c'est ça, le dernier des Templiers. Avec Bravo, Nicolas avec Cage. Nicolas Cage. Ouais, t'as dit cinglé du coup. Ouais. Bravo, bravo, J'ai bravo. même pas entendu C'est parler de ce film. tout à fait ça. Le dernier des Templiers J'ai qui une avait quand photo même bien derrière la marché barrière en à Deauville France, de Nicolas Cage. mais qui est nul. Mon stylo ne marche plus. Très bien, c'est parti. Et maintenant, on va passer aux citations. Dernière manche, pareil, je pense que ça va aller assez vite. Peut-être pour le troisième un peu plus difficile. Première citation. Terlédron était bien bonne. Quentin. Oui? Les visiteurs. Bah oui, les Oui, visiteurs. oui, mais ça, j'ai eu un doute aussi. Ça ressemble Les trop. visiteurs, Ah ouais, bah alors là, Terlédron C'est était bien bonne. franchouillard. C'est pas ma culture, ça.
C'est pas la mienne non plus. Le Hein. mépris culturel. Ah non, bah non, je dis c'est pas ma culture, c'est du coup je peux pas la connaître. Mon stylo marche plus, c'est un peu... J'ai dû le voir une fois. Ensuite, deuxième citation. Une poufiasse qui distribue des épées au fond d'une mare ne peut pas être la base d'un système gouvernemental. Ah, Quentin. Oui. Ça, c'est Sacré Graal. Oui, c'est Sacré Graal. Bravo. 2 points pour Quentin. Et le dernière citation. Tous les misheureux sont enfants de Dieu. Frédéric. Olivier. Frédéric, vas-y. Brevard. Non. Non. Olivier. Le nom de la rose. Non. Ah ouais, j'aurais dit C'était pareil. deux que j'avais en tête. Au cas où. Bah, je me suis un truc avec des prêtres. Ah bah oui, le nom de la rose. Il y en a un, et ça se passe d'ailleurs dans une très très grande église. Une grande cathédrale même. Ah, Quentin. Ouais, Le bossu de Notre-Dame. c'est ça. C'est la phrase d'Esmeralda dans sa chanson. Bravo. Alors, on va faire les contes. Ah oui, Bah, tu c'est parles Quentin de qui la gagne. comédie musicale, en fait. Non, je parle du film de Disney. C'est pas mieux, alors. C'est pas quoi? C'est pas mieux, alors. Ah oui. Oui, mais Dans les deux cas, il fallait de Dans les tout. deux cas, je les aime pas, donc voilà. C'est pas le plus réussi, c'est sûr. Et ben bravo à Quentin qui remporte ce numéro spécial Moyen-Âge. Tu es donc très 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 vieux. Et Fred et Olivier, vous êtes tous les deux ex-aequo avec chacun 2 points, donc vous êtes vieux. Bah, de base, je crois qu'en plus, je suis Oui. le plus vieux, donc ça se tient. Oui, en plus, c'est vrai. Voilà. Bravo, merci. Bravo, merci. Merci beaucoup à toi. Donc, on va passer donc dans le cinéma à nouveau avec Princess Bride, dont justement je disais le titre québécois, donc, qui est La Princesse Bouton d'Or. Bah oui. Bah, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est Bouton d'Or, donc tout va bien jusque-là. Un film de 1987, arrivé chez nous en 88, et réalisé par Rob Reiner, que ben, moi je connais entre autres pour Quand Henry rencontre Sally, ou Spinal Tap, pour n'en citer que 2, hein, on pourra en citer plus que ça, mais c'est un créateur, acteur, scénariste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Quentin, toi tu as regardé Studio 60, Oui, il il fait est partie dedans. des Des invités, guests, ouais. des guests. Ouais. Donc, Ouais, voilà. tout à fait. Basé sur un scénario de William Goldman, dont en fait c'est son propre roman qu'il a écrit en 73, donc 10 ans, presque 15 ans avant plutôt, et où à la musique on peut retrouver Willie DeVille, mais surtout Mark Knopfler de Dire Straits. Voilà. Bon, globalement, Mark Knopfler de Dire Straits, c'est surtout pour la fin. Hein. Voilà. Parce que le reste, c'est... Parce que là... c'est du synthé. Non. C'est du synthé, je m'en rappelais pas, et ça on en reparlera, J'ai mais même c'est pas fait gaffe un à des la trucs musique. sur lesquels je me rappelais plus. Et je fais, aujourd'hui, le midi, ça pique. Oui, c'est ça, voilà. Le format midi. Ouais. Et à la Je production... croyais que t'avais mangé un bien ce midi. Ouais, non, c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je me suis dit le format midi, parce que tout le monde connaît pas forcément le format audio midi. Le midi, ça pique, ouais. C'est un nouveau jeu avec Jean-Luc Reichmann. Tu manges indien. Voilà. Et vaut mieux Curry que vert. tu l'auras. C'est Hot Ones, mais avec Jean-Luc Reichmann. C'est ça, la version TF1. N'importe quoi. Et donc à la production, on avait aussi Norman Lear, One Day at a Time, entre autres. C'est Frère lui. d'Amanda. Non, c'est l'autre, c'est celui qui était roi. Non, c'était Hugo. Délire. Hugo D. Tu sais, c'est un D. Lear. Hugo D. Lear. Il n'y a personne d'en dessous de 35 ans qui comprend la vanne. C'est Allez, vieux le on fait la podcast. bise C'est à Karen. vraiment ambiance Moyen-Âge jusqu'au bout. Là. C'est ça, on fait la bise à Karen Cheryl. Voilà. Alors, les D'accord. coutures vont péter là. Ah bah non, Non, elle anime encore, elle fait encore de la Non, radio. il l'anime. elle fait de la radio. Et donc au casting, on retrouve entre autres Carrie Elves et Robin Wright. Carrie Elves qu'on avait justement dans le spécial Mel Brooks, on l'a retrouvé dans Sacré Robin des Bois, c'est ce qui nous a amené ici. Mandy Patinkin aussi, Christopher Guest, Peter Falk, Fred Savage et Betsy Branley pour en citer quelques-uns.
quelques-unes. Ah oui, Carol Kane aussi, voilà, 30 Rock, elle est aussi un peu dedans. C'est une copine de chez Tina Fey, entre autres. Donc c'est une comédie conte fantasy en fait. Voilà, c'est contrairement à l'affiche ou les différentes pochettes, ce n'est pas, comme le dirait Elodie, un film gnangnan. C'est pour se défendre, donc. C'est vrai que la communication autour du film est pas très bonne. Hein. Ça reste basé sur le livre en fait. Voilà, le livre était un peu vendu comme ça. Il faut quand même qu'on ait un indice sur ce qu'on va regarder, quoi. Parce que là, moi, t'as plein d'affiches de films, je m'arrête pas sur celui-là, quoi. Le mélange des genres a jamais été facile à promouvoir, et d'autant plus que tu passes de l'affiche US à l'affiche française. Vraiment, ça n'a absolument rien à voir. L'affiche US, tu as les ombres du grand-père et du fils avec des colonnes un peu grecques à droite à gauche et des nuages derrière, donc c'est un truc un peu onirique. On comprend qu'il y a une histoire de récit un peu abstrait, et l'affiche française, c'est le film d'aventure. Alors, par contre, un petit truc sympathique qui va nous raccrocher à d'anciens podcasts. Vous savez, on a fait toute une liste de podcasts avec Schwarzenegger. Ce film-là aurait bien pu tomber dans la filmographie de Schwarzenegger. Parce qu'à la place de André le Géant, mais moi, c'était Schwarzenegger qui était pressenti. J'aurais tellement vu de Schwarzenegger là-dedans. Il aurait été parfait. Avec un petit accent allemand. Ouais, je sais pas. Moi, ça aurait évité que l'autre fasse des accents à la con. Des accents à la con. Quel accent? Quels accents? Il y a quand même pléthore d'accents, quand même. On dirait que c'est Michel Leb qui a fait la VF. Hein. Alors, j'ai raté le passage où il y avait une caricature d'Africain. Il y a quand même des accents. Il y a quand même un paquet d'accents. Ok, je suis resté bloqué sur André le Géant. Je me dis, André le Géant était français. Non, donc, non, il n'y a pas d'accent. Mais c'est vrai que du coup, on aurait pu avoir un vrai accent allemand. Oui, en fait, voilà. Bon, en tout cas, voilà, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il était pris par le tournage de Running Man. Ça va, c'est louable, quand même. Voilà, hein, il faut faire des choix dans la vie. Il n'avait pas aquaponé, quoi. Aquaponé, non, pas du tout. Non, ça c'est maintenant qu'il a aquaponé. Avec ses 2 poneys. C'est 2 ânes. Non, c'est des ânes. Putain, je suis nul en animaux, désolé. Et des cochons, je crois, en plus. Bref, c'est un film qui a remporté pas mal de prix, pas mal de nominations aussi, et c'est vrai que il y a un culte autour de ce film-là. Je pense surtout du côté des enfants des années 80, qui n'est pas une chanson de Sardou. Désolé. Je tousse pour cacher ce que je viens de faire. Quand tu tousses pour cacher un P, mais moi je cache Sardou en toussant. En fin des années 80, ce serait plus Jean-Luc Lahaye. Donc, T'as fait pire que moi, putain. Non, c'est sale. 80, c'est beaucoup trop vieux pour lui. Ouais. Bon, bref, revenons à Princess Bride. Et donc, de quoi ça parle? Ça parle justement d'une jeune princesse qui vit tranquillement, voilà, dans ce petit pays qui s'appelle le désespoir. Voilà, enfin, c'est con, ça s'appelle comme ça. C'est une île qui se situe, selon le livre, entre au côté balte, hein, un peu, mais sinon ça a été tourné en Irlande. Voilà, donc on peut aussi le situer là, c'est pas trop mal. Elle tombe amoureuse de son valet, mais son garçon de ferme, qui est joué par Carrie Elves, et elle se fait enlever, et lui aussi, parce que bon, en gros, elle va être forcée au mariage avec un prince. C'est après, tu racontes dans le désordre là. Oui, non, je raconte dans le désordre, mais j'essaie de résumer un peu, voilà, mais je suis fatigué. Si quelqu'un peut me rattraper, ce serait sympa. Je veux bien. Ils tombent amoureux très très vite l'un de l'autre. Lui, oui, donc jusque-là, j'étais bon. Voilà, c'est après en fait, c'est que lui veut l'épouser, mais étant garçon de ferme, n'a pas l'argent pour, donc il dit je vais aller sillonner les mers, faire fortune dans le commerce. Je reviens dans un an. Sauf qu'en fait, la rumeur arrive tout de suite qu'il s'est fait tuer par le terrible pirate Roberts.
Et elle, folle de chagrin, dit qu'elle ne l'aimera plus jamais, sauf que le prince du royaume décide de l'épouser elle à la place. Alors qu'elle ne veut absolument pas. Voilà. Et de tout ça, en fait, tout ça commence par un grand-père joué par Peter Falk et donc le petit-fils qui est malade, qui est joué par Fred Savage. Et Peter Falk va lui raconter cette histoire-là, ce qui permet d'avoir en fait un récit global qui peut être parfois un peu stoppé, revenu un peu en arrière. Il y a un côté un peu sympathique sur la façon dont c'est raconté. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire, ce qui me fera toujours beaucoup rire, surtout maintenant avec l'âge, c'est de voir qu'ils ont vieilli Peter Falk. Donc il était encore une période où ils pouvaient le vieillir pour le rendre vieux. C'était le vieillissement est quand même assez claqué au sol. Hein. Il est pas très bien fait. fait. Horrible. Oui, c'est clair. C'est c'est à peu près nos vieillissements qu'on fait au théâtre parce qu'on n'a pas de budget. Voilà. Quand tu vois la tonne de prosthétiques qu'ils ont mis sur Billy Crystal, en fait, ils n'avaient plus de budget après pour Peter Falk. Ils ont mis une moustache grise et 3 morceaux de plastique. Et les sourcils hyper gros et blancs. C'est très bizarre. Je me suis dit pourquoi ils ont foutu 2 buissons blancs au-dessus de ses yeux. C'est clin d'œil à Scorsese. Voilà. Et donc, de tout ça, en fait, après, un mystérieux homme tout en noir va venir justement essayer d'arranger un peu tout ça. Hein. Il sera bloqué par Vézini. J'allais dire Vélizy, mais Vélizy. Vélizy. La ville. Et toute la ville de Vélizy. Antony et Versailles. Vizzini. Vizzini. Les 3 mecs, après, ils vont à Vélizy 2. Donc Vizzini, qui est un roublard, un mafieux, un Sicilien. Un Sicilien. Oh, bah bravo! Il le dit. Non, c'est surtout que, non, tu dis ça juste après que j'ai dit un roublard, un mafieux, un Sicilien. C'est un mot valise, écoute, vous m'avez compris. Suivi par Fezzik, qui est joué donc par André le Géant, et par Inigo Montoya, qui est joué par Mandy Patinkin, que, si vous avez regardé un peu L'Esprit criminel, vous dites, ah, putain, c'est le même gars, mais il n'a pas les mêmes cheveux. Ouais, qui est j'ai bloqué en revoyant le cast. Il est aussi dans cette série avec Claire Danes, là. Il n'est pas dedans? Homeland? Il était pas dans Homeland? Si. Et il est aussi dans Dead Like Me, dont j'avais parlé brièvement. Ah oui. Première fois que je suis... Et puis, Inigo Montoya, pour ceux qui aiment Shrek, c'est clairement le chapeauté. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Voilà, bref. Donc, de nous 4, on est 2 avec Quentin à l'avoir vu plusieurs fois, vu étant petit, etc. Moi, je l'ai fait ici découvrir à ma femme et à mes 2 filles aussi, tant qu'à faire, voilà, comme ça tout le monde sait de quoi je parle depuis des années. Quentin, je sais pas si toi, il y a que toi qui l'as vu dans ta famille ou Non, moi c'est pareil, je l'ai fait découvrir pareil. Par contre, je l'ai découvert sur le tard parce que j'avais programmé l'enregistrement à l'époque des dinosaures sur cassette vidéo et le programme avait commencé en retard d'une bonne heure et du coup j'avais la moitié du film. Très frustré, je l'avais pas retrouvé au vidéoclub et voilà. Donc j'ai dû attendre l'époque des DVD pour le racheter et voir enfin la fin. Toi, et alors, moi, en tout cas, je l'avais aussi en VHS. Je l'ai pas découvert enfant, j'ai découvert jeune adulte. J'avais en VHS, mais c'était sur la 5 de mémoire que j'avais enregistré. Et je pense que t'as raté ce que moi j'ai réussi à enregistrer. La fin, c'est toi celle où tu m'as pris la fin du film. Attends, je vais te la rendre. La fin. Et on a donc Olivier et Sarah qui, eux deux, par contre, peut-être avaient entendu parler, mais ne l'avaient jamais vu. Même pas. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Même pas le Inigo Montoya, parce que ça a été un mème pendant... Non. Pas mal de temps quand même. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis vraiment passée à côté. Bon, vierge de tout Princess Bride. Ouais, on était comme 2 puceaux quand on a lancé le film. Cette tête que t'as fait, ouais, comme 2 puceaux. Bravo, c'est super, magnifique image. Alors, Sarah, justement, sur ces bonnes paroles, je vais te laisser justement... Es-tu bien sûr de vouloir me laisser déflorer écoutez, moi je ne
comprends pas, hein, vraiment. J'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris déjà votre. Alors, j'ai rien compris. J'ai pas compris votre amour pour ce film, alors que généralement, je suis plutôt d'accord avec vous. Tout ce que vous regardez, je suis vraiment. On a plus ou moins le même humour, donc voilà, même les Mel Brooks et tout, il y a plein de trucs que j'avais adoré. Et je suis, comme vous le savez, plutôt bon public. Bon public. J'ai trouvé bon public. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai trouvé que c'était juste un. J'ai pas ri, quoi. Alors que je ris, et j'étais un peu bourrée en plus, donc j'aurais pu rire très facilement. Et du coup, là, vraiment, il se passait rien. J'ai trouvé ça très poussif, j'ai trouvé ça mal joué. Alors, c'était probablement volontaire, mais du coup, c'était un peu trop décalé. La musique était pas exceptionnelle. Alors, moi, de base, je suis pas très fan. Ça, la musique, c'est un des trucs sur lesquels je me souvenais pas, et là, tout le long du film, j'ai entendu le synthé qui faisait tous les instruments. Je m'en souvenais pas de ça, et ça m'a un peu gêné, j'avoue aujourd'hui, mais bon. Voilà. Je pense très honnêtement que c'est le genre de film, et il y a quelques films comme ça, que si tu ne les regardes pas à un certain âge, tu passes complètement à côté. C'est le genre de film nostalgie, quand tu regardes ça enfant, c'est-à-dire que moi par exemple, Maman j'ai raté l'avion, c'est un de mes films favoris, je le regarde tous les ans. Je sais que si j'avais découvert ça aujourd'hui, j'aurais probablement pas la même réaction, parce que c'est un film doudou, quoi. Moi, là, déjà, en plus de base, je suis pas très fan des films de KPDP, c'est pas trop ma cam. J'ai trouvé ça vraiment aseptisé, et puis c'est vraiment gnangnan, en plus. Pour le coup, ça va pas assez loin dans le gag, ça va pas assez loin dans l'humour, c'est vraiment juste un peu trop léger pour moi, pour que ce soit complètement ridicule. Peut-être qu'on a fait trop le lien entre Mel Brooks et ça, et t'as cru que c'était un enfant de Mel Brooks, en fait. Je pense que c'est le souci, peut-être. Je sais pas si, parce que j'en attendais pas grand-chose non plus. Alors, j'ai quand même bien ri à quelques petits trucs, notamment la scène où ils tombent tous les deux volontairement tout au long de la montagne, là, ils se jettent. C'était drôle. Le truc dans le marais, c'était marrant avec les rats géants, mais pour d'autres raisons, parce que j'ai appris que Olivier avait mangé de la pâtée de ragondin dans sa vie, et donc ça a ouvert tout un débat sur autre chose. Mais du coup... Alors que le fait que ce soit des espèces de personnes de très petite taille qui soient enfermées dans des costumes pour faire des rats, ça n'embête personne. En fait, si, quand on a regardé le truc, on s'est dit, mais putain, c'est des vrais gens, là, en fait. Ah oui, ils sont capables. Mais ça m'a pas fait rire plus que ça, parce que en fait, je pense que ça a tellement voulu être réaliste que ça manque un petit peu de décalage, et que ce soit complètement kitsch. C'est juste un peu kitsch, et donc pas assez pour moi pour que ça me fasse vraiment marrer comme une baleine, quoi. Et puis voilà, c'est vrai que ça tombait un petit peu à plat. Et alors moi, Carrie Hulse, je sais jamais comment dire son nom. LOS, voilà, LOS, on dirait un nom un heureux. Une chanson de Bon Jovi, surtout. Oui, ou des serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques du bled. LOS. J'ai l'impression de voir un truc sur TikTok avec le gars qui fait les marques qui viennent du bled. Rally LOS. Il doit être un peu algérien, je pense. Non, mais du coup, lui, il me gonfle. Donc, du coup, je lui trouve vraiment zéro charisme. Déjà de base dans le Charisme Louis. Charisme. Déjà dans Sacré Robin des Bois, c'était le truc. Et d'ailleurs, Sacré Robin des Bois, c'est celui que j'ai le moins aimé des Mel Brooks, hein. Donc voilà, je sais que naturellement, c'est pas trop mon truc. Donc je sais pas ce qu'elle est partie foutre là-dedans, Robin Wright. C'était son premier rôle ou pas? Deuxième, ouais. Non, ça explique cela. Mais ouais, franchement, vraiment déçu, quoi. J'aurais aimé, mais j'ai pas aimé. Désolé, les gars. Je suppose qu'Olivier, ça va être pareil. Ouais, moi je suis pas du tout rentré dans le film. Déjà, quand Peter Falk rentre dans la pièce avec ce vieillissement bizarre, tu fais OK, ça plante un peu le décor de ce qui va suivre, parce qu'en fait, le problème c'est que moi j'aime bien la parodie.
mais je pense que pour faire de la bonne parodie, il faut être au minimum au niveau de ce que tu parodies. Et en fait, si tu parodies et que après tu fais ça en carton-pâte et avec moins de moyens et avec moins d'ambition, et ben en fait, tu deviens un peu ridicule. Et j'ai un peu eu ce sentiment-là, et j'ai souvent plus ressenti de la gêne en regardant le film que réellement des choses qui m'ont fait rire. Parce que je trouve que alors nous on l'a vu en VF, je trouve que les voix sont quand même absolument catastrophiques. Il y a des accents à la con, c'est pas je trouve que ça fonctionne pas quand on le découvre maintenant à notre âge. Enfin, c'est pas possible quoi. L'accent espagnol il est pourri. Wallace Shawn il a alors en VF, il a un cheveu sur la langue, mais sauf qu'il le perd par moment. Donc il y a plein de moments où il ne le fait plus du tout. Enfin, son doubleur le fait plus du tout. Alors que tu vois que dans la VO, il continue à le faire parce que ça se voit physiquement sur la langue qu'il est en train de le faire. Donc du coup, moi en fait, je suis accaparé par ce genre de choses qui font que finalement, à un moment donné, je finis par plus du tout être dans le film. Alors déjà que j'y étais pas beaucoup, mais et en plus je trouve que le film il est assez répétitif sur son type d'humour. C'est-à-dire que en fait en gros il y a un décalage qui se fait entre l'époque qui est décrite et ce que disent les personnages, et c'est un humour qui est beaucoup oral finalement. C'est très peu un humour physique. Il y a quelques trucs qui se passent physiquement, mais c'est beaucoup dans l'oralité en fait comme type d'humour. Et donc ça joue sur un débile qui dit des phrases qui dit des phrases savantes, quelqu'un du Moyen Âge qui dit quelque chose qui peut ressembler à du discours moderne. Enfin voilà, ça joue sur des contrastes au niveau de l'oralité. Et le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça, quoi. Donc en fait, une fois qu'on a compris à peu près ce que vont faire chaque personnage comme type d'humour, en fait, c'est toujours la même chose qui revient. Et donc, au bout d'un moment, bah, c'est un peu long, quoi. Donc après, il y a quelques trucs qui m'ont fait rire, qui m'ont fait sourire quand, notamment, les deux seuls trucs dont je me souviens à peu près, c'est quand ils sortent, à un moment donné, ils vont voir un sorcier, enfin un couple de sorciers, et ils sortent et t'as le sorcier qui leur fait au revoir les enfants, allez casser le château. Donc ça c'est ce genre de réplique qui m'a fait rire. Et puis il y a le moment où notre Wesley devient tout mou à cause du fait qu'il a été drogué, c'est ça? On lui a pris 50 ans de vie d'un coup. Oui, c'est ça. Il était mort, ils l'ont ramené à la vie. Donc du coup, il est en train de revenir à la vie, mais tu vois, tout doucement. J'avais déjà oublié. Et donc en fait, il est tout mou, et ça sur une séquence, c'est assez drôle. Le problème, c'est que ça revient sur une autre séquence, et que là, ça devient plus drôle. Donc ouais, moi et vraiment à part ces deux trucs-là, j'ai aucune séquence qui m'a marqué. Après, en termes de chorégraphie, le combat entre Wesley et notre ami, je sais plus, Inigo Montoya. Inigo Montoya est assez est plutôt pas mal chorégraphié, mais je trouve qu'il y a quand même un manque à la mise en scène, quoi. C'est vraiment filmé assez platement, c'est vraiment filmé. Enfin, Rob Reiner, c'est quand même pas le réalisateur. Autant, souvent ces films sont plus intéressants par le contenu que par ce qu'il fait lui-même, quoi. Donc, c'est pas, il est pas réputé pour être un grand réalisateur d'action ou de films. Enfin, c'est quand Harry rencontre Sally, c'est une très bonne comédie, mais c'est pas, on se dit pas tiens waouh c'est super bien réalisé. C'est voilà, c'est donc je trouve que je suis pas sûr que c'était le bon réalisateur pour faire ça.
Moi, je pense qu'il fallait mettre quelqu'un qui était beaucoup plus porté sur l'action, beaucoup plus porté sur ce type de film, pour justement se rapprocher de ce qui fait les standards du genre, quoi. Et pour moi, c'est la condition un peu obligatoire parce que quand tu te moques de quelque chose, il faut que tu sois à la hauteur de cette chose-là. Et quand tu es en dessous, bah en fait, c'est plus toi qui devient un peu bête, quoi. Donc ouais, moi j'avais vraiment envie d'aimer. J'étais content de me regarder une comédie que visiblement dans l'équipe tout le monde avait aimé, donc j'étais là, waouh, super, ça va être trop bien. Et puis voilà, donc j'étais un peu déçu. Je pense qu'il faudrait que je le revoie en VO pour voir ce que ça donne. Mais en fait, j'ai pas très 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 envie de le revoir, quoi, parce que j'ai pas passé un très agréable moment, on va dire. Je peux comprendre, parce que c'est vrai ce que disait Sarah par rapport à ces films, que quand on a vu enfant ou jeune, ou genre, enfin pas forcément pour Quentin, parce que tu l'as vu plus tard, il y a des films comme ça où si tu l'as pas vu au moment même, c'est compliqué de le vendre à quelqu'un d'autre. C'est qui tout double. Moi, je me rappellerai toujours de l'expérience où j'ai essayé de vendre Wayne's World. Eh ben oui, ça passe pas si tu l'as pas vu au moment même, t'es pas dans le délire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir pu partager le truc avec des gens à l'époque, d'avoir pu échanger les répliques, d'avoir pu enfin il y a un truc Non, pas forcément, parce que moi je l'ai pas partagé avec deux personnes, même plus petit, voilà, moi je l'avais vu mon frère, ma sœur, bon voilà, sans plus, mais ici moi c'est plutôt cette fois-ci de l'avoir revu, d'avoir vu justement mes filles réagir et bien y réagir, etc. Je me dis bah ok, ce qui est bien, c'est que ça marche encore pour un public qui était quand même visé à la base. Hein, même si il y a quelques passages où le langage, j'étais un peu merde. Voilà, il y a des gros mots. Je dis bon. C'est les années 80, ça passait. Voilà. Après c'est vrai que moi je suis comme Sarah, les trucs de KPDP c'est pas mon truc, quoi. Enfin, je pense que c'est ça que c'est le truc. Et du coup parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment avant tout c'est ça, hein, comme film quand même. Oui, mais c'est du KPDP cheap, quoi. Donc déjà le problème de la KPDP, c'est que c'est vite ridicule, quoi. Et c'est vrai que Sacré Robin des Bois, c'était déjà pour moi effectivement le moins, enfin peut-être pas le moins bon parce qu'il y avait le truc avec le vampire derrière, mais c'était quand même compliqué, quoi. Et en fait j'ai retrouvé un peu cette forme d'ennui. Parce qu'en fait, pour la même raison, c'est que ce que j'avais dit sur Sacré Robin des Bois par rapport aux autres films qu'il avait fait, c'est que je trouvais qu'il y avait moins de cinéma dans ce film-là qu'il y avait pu y avoir ça manque de mise en scène en fait pour toi. Dans Frankenstein. Et en fait, là, je retrouve la même chose. Donc je me fais chier en fait parce que les répliques sont pas non plus ouf. Donc qu'est-ce qui reste, quoi. Ouais. Effectivement, juste pour ajouter un truc par rapport à ce que tu disais sur Rob Reiner a quand même, bon, il a surtout eu un début de carrière très 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 fort et la fin, il n'est pas en fin de carrière, mais je veux dire les derniers films qu'il a réalisés sont un peu quand même. Hein. Oui, bon, sur plutôt, la réal, voilà. Franchement. Oui, sur la réal, oui, effectivement, parce que c'est quand même voilà, il a eu Stand by Me et le président et Miss Wade, etc., qui sont des d'excellents. Et Misery, effectivement. Ouais, voilà, Misery, moi, c'est des films, c'est des films, je trouve, qui marquent. C'est des films de personnages. Oui, c'est des films qui marquent par leur contenu, par leur personnage. Mais tu sais, j'ai vu par la réal, ouais. J'ai regardé un making of hier soir, justement, après avoir revu le film, où il parle sur le plateau et il dit qu'effectivement il est un peu désarçonné parce que c'est un metteur en scène de situation, de personnages, et qu'il n'est pas très à l'aise sur les trucs de plus grandes ampleurs comme ça de KPDP. Il vient du monde de la sitcom déjà, voilà. C'est pour ça qu'il est pote avec Norman Lear.
Et à la base, le film ici, il était pressenti pour Richard Lester. Oui. Qui, lui, voilà, il était déjà sur les Trois Mousquetaires. Bon, il a fait Superman 2 aussi. Mais bon. Mais il n'y aurait pas eu la Rose et la Flèche. Donc, dans le genre, lui, il était déjà un peu plus en lien. Ouais. Mais il n'y aurait pas eu l'humour du livre. Ici... Pardon ? Il n'y aurait pas eu l'humour du livre. Non, mais c'était lui qui était pressenti, puis en fait il a été viré par la Fox, et en fait le film est resté un peu comme ça dans le vide, et c'est Rob Reiner qui lui est tombé amoureux du livre, et qui s'est dit j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Après effectivement c'était voilà, niveau réalisation etc, c'était pas la meilleure personne pour, mais on a le résultat qui est là, et qui comme avec Quentin, nous quand on l'a vu la première fois on a beaucoup apprécié, parce qu'on l'a pas vu non plus comme une... Je pense pas que je l'ai vu comme une parodie, en fait. Moi, j'attendais pas ça, ouais. Voilà. Vas-y, mais moi, j'attendais pas rien, parce que je savais même pas de quoi ça parlait. Donc, c'est-à-dire que moi, ça devient une parodie par rapport à ce que je vois à l'écran, en fait. En fait, c'est ça, le film est très mal positionné, on sait pas ce qu'on regarde. On sait pas si on regarde une parodie parce que ça va pas assez loin et donc c'est pas drôle, mais il y en a quand même, malgré tout. On sait pas si on regarde un film sérieux de KPDP et au final non, parce qu'il y a quand même des trucs un peu... Donc du coup, moi j'ai été perdue dès le début, quoi. C'est trop sérieux pour être drôle et c'est trop drôle pour être sérieux. Moi, tu sais quoi, il me fait penser... En fait, ce genre de film-là, il me fait penser à un genre qui est compliqué maintenant à revoir, je pense pour beaucoup, comme le genre de film comme L'Histoire sans fin, Dark Crystal, genre de choses. En fait, ça fait partie des années 80, animatronique, mélange de genres, etc. qui mais qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout cette aura un peu parodique qu'on voit ici. Pour le coup, Dark Crystal ou même L'Histoire sans fin, c'est L'Histoire des sans films... fin, je sais pas si tu te rappelles le truc, mais il y a un moment donné, il y a quand même un tronc d'arbre qui roule en moto avec Born to Be Wild, hein. Je suis désolé, mais bon. Oui, mais c'est une scène, c'est une scène, c'est pas ce que tu retiens du film, tu vois. Si, là, quand même, que quasiment... que ça et le gros chat qui vole. Quasiment, là, tout au long du film, il y a quand même quasiment toujours un truc qui revient sur ce côté un peu parodique et un peu semi... Et donc, je pense que c'est pour ça. Après, peut-être, comme tu as dit tout à l'heure, moi, peut-être que je m'attendais à un Mel Brooks. C'est ça dépend peut-être des attentes, et donc, ça change peut-être un petit peu la truc. Mais bon, il y a quand même des scènes où ils font exprès de faire des trucs à la con. Oui. Voilà. Et puis, pourquoi elle s'appelle Bouton d'or, d'ailleurs ? Parce que Buttercup en anglais, c'est joli, et en français, pas du tout. Ah, c'est Buttercup en anglais ? Oui. Oui, dans le livre, en fait... c'est plus cupcake, en plus. Enfin, c'est plus un petit gâteau. T'aurais mieux fait de l'appeler Princesse Muffin. De beurre, hein. Boîte de beurre. Two girl, one buttercup. Non. Là, je t'ai tout gâché. Non, bon, revenons sérieusement. Quentin, donc toi qui fais partie justement de ceux qui aiment le film. Je vois ce que veulent dire Sarah et Olivier. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est à cause de vous qu'il y a les pas de patrouille au Musique Grévin. C'est à cause de vous. Non, ce que moi je vois surtout, c'est un récit qui parle de l'art d'être narrateur. C'est-à-dire que pour moi, le grand-père, c'est Rob Reiner, c'est Goldman, c'est l'écrivain, qui rentre dans la chambre, ou qui rentre dans ta télé, ou dans ta salle de cinéma, qui s'assoit, et d'emblée le gamin dit « Oh putain non, j'en veux pas de ton histoire, laisse-moi jouer à mon jeu vidéo, je suis malade, ok, mais laisse-moi regarder ma télé, j'ai pas envie que tu me racontes ça. » Et lui qui lui dit non mais tu vas voir l'histoire que je vais te raconter, elle vaut le coup. C'est drôle parce que comme tu l'as écrit comme ça, je suis en train de penser, c'est exactement le début d'Acapulco, de la série Acapulco. Voilà. Oui, c'est vrai. Je ne connais pas. Et ça fonctionne mieux dans Acapulco. Très bien. Mais la chambre du gosse se trouve à Acapulco. Pas du tout. Pas du tout. Il neige à l'extérieur. Et donc, pas sûr. En fait, il vient d'entrée de jeu, en fait, déjouer tous les préjugés qu'on peut avoir sur les contes et histoires de princesses. C'est-à-dire que le gamin dit tout de suite, ça va encore être un truc gnangnan, justement, où ça se fait des bisous et tout. Et dit non, vraiment, il y a des monstres, il y a des géants, il y a des combats, il y a des vengeances.
Et puis 5 minutes après, dès le début du récit, il y a un bisou, clac, cut, on revient dans la chambre du gamin, qui incarne toujours le spectateur, qui lui dit, tu te fous de moi, c'est exactement ce que je t'ai dit que je voulais pas. Et dit, attends, laisse-toi faire, ça va aller, ça arrive. Et comme ça, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Fred, c'est qu'il y a il y a ce ping-pong entre le narrateur qui va être donc la voix du grand-père, la voix off de temps en temps dans le film, et un retour vers le récit, qui a cette mise en abîme en fait de la narration, qui en fait suggère que ce que tu vois, et moi c'est pour ça que j'adore le côté carton-pâte du film, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'il y a dans la tête du gamin en fait. C'est le film qui se fait quand son grand-père lui dit l'histoire, et donc c'est la force. Ah, mais juste, en fait, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, monsieur. Oui, mais justement, on imagine rarement du carton-pâte, en fait. Bah, quand t'es gosse, bien sûr que si. T'as des images hyper. Ah non, moi je vois des trucs en grand. Et... Moi je. Pardon, après, votre ambition, monsieur. Bon, parce que les falaises irlandaises, c'est pas assez grand pour toi, peut-être. Non, mais je pense qu'il parle des toiles peintes derrière. Mais moi, j'ai trouvé que c'était justement un hommage au film des années 50 de KPDP. Tu parlais de la chorégraphie de combat. Le maître d'armes qui les a fait. Qui a chorégraphié ça, qui les a fait répéter, il a bossé sur Star Wars et il bosse avec Burt Lancaster quand même, donc il a fait des vrais films de KPDP et c'est pour ça qu'il a été pris. Et pour moi, il y a un vrai hommage justement, enfin quand son costume à Wesley, c'est le corsaire noir, c'est Burt Lancaster, ou même Errol Flynn en noir et blanc. Mais pour moi, il paye son hommage à ça, même dans le setup. C'est comme ces grandes toiles tendues peintes que tu peux voir dans Chantons sous la pluie, ou tu vois ces couchers de soleil cramés qui sont pas du tout réalistes, et tu le sais, tu le vois mais ça a ce côté pour moi en tout cas que je trouve absolument charmant, parce que j'adore ce cinéma où tu vois l'artifice derrière et où tu acceptes de te laisser embarquer dans le truc. Mais après, ça fonctionne. Moi, j'aime, moi aussi, en temps normal, mais c'est juste qu'il faut que ce soit accompagné d'une mise en scène, en fait. Alors après, pour ce qui est de la mise en scène, moi, ça me dérange moins, parce que effectivement, c'est centré sur les personnages et les dialogues. Tout à l'heure, tu disais, je suis pas sûr que Rob Reiner ce soit le meilleur pour avoir réalisé ça. En tout cas, l'auteur du livre, qui est donc Goldman, dont on aime tous les chansons. Si, j'étais obligé. Non, juste une fois. Pas Goldman, donc, William Goldman, il a choisi Rob Reiner parce que ils avaient la même vision en fait. Le truc est resté sur des étagères. Oui, mais le monsieur il est écrivain, il est pas. Je suis d'accord. Il n'y connaît rien en cinéma, donc en fait son avis. Oui, mais alors en fait, si tu veux, à partir du moment où l'auteur du livre est en accord et à l'adaptation du scénario qui a scénarisé le truc est en accord avec la vision du réalisateur qui te le donne, pour moi, on est 100% dans voilà ce qu'on veut faire. Tu accroches pas, ok. C'était pas le meilleur pour toi, mais en tout cas pour l'auteur qui, pour moi, est la personne que je vais le plus croire, puisque c'est quand même son histoire, son bouquin, sa manière d'écrire, son univers. Si lui valide, pour moi, j'ai rien à dire. J'aime ou j'aime pas, mais... Non, mais la preuve, c'est que tu prends un mec comme Stephen King qui a aucun goût cinématographique. Je suis d'accord. Et ça peut donner. Il va te sauver des films qui sont absolument nuls. Il va critiquer des films qui sont très bons. Mais, donc, il va pour moi, l'avis de l'auteur est peut-être justement le dernier avis à prendre en compte, parce qu'en général, il y a. Et il va retourner. Alors, on va faire simple, hein. Il va retourner. Avec le critique. 96% positif, favorable, plein de trucs. 112e film sur 500 des meilleurs films du moi, je vais terminer avec ça, justement. Bon. En fait, il va... Stephen King, il va retourner Shining, mais en fait, ça va être un film de merde. Et je suis d'accord que le film de Kubrick est beaucoup mieux. Par contre... Il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il a validé des films qui sont absolument atroces, quoi. Mais... peu importe, si tu veux, à partir du moment où... à ce moment-là, si on raisonne comme ça, oui. Très bien. On s'en fout.
En tout cas, moi, il s'avère que cette vision-là, je la partage aussi, en fait. J'aime aussi ça. C'est-à-dire que c'est un mélange de genres. C'est ce qui gêne. En fait, ce qui vous gêne, je pense, c'est ce que moi j'aime. Un peu comme dans les Mel Brooks, mais à l'inverse, c'est moi qui n'avais pas aimé. C'est que c'est pas trop de l'action, c'est pas trop de la comédie, c'est entre les deux. C'est beaucoup de second degré, mais c'est surtout et avant tout un conte de fées et qui est imaginé par un gosse. Et avec des créatures gigantesques, avec des monstres très mal faits, avec les rats sont ridicules, etc. Mais encore une fois, on est dans la tête d'un gamin. Et pour moi, en fait... Par contre, Languille... Languille, moi, elle m'a fait flipper, je suis désolé. Hein. À l'époque, Languille m'avait fait flipper. Mais bien sûr. Oui, elle était bien dégueulasse. Et, ça, c'est vrai. Et voilà, donc cette mise en scène que toi, tu trouves un peu limitée en termes de scope, en termes d'ambition... moi, je la trouve carrément adaptée au discours implicite sur la magie de la narration, sur la mise en scène qu'on se fait dans notre tête, sur le merveilleux dans lequel on peut replonger dès qu'on veut, avec les allers-retours. Ça, moi, je trouve ça, en termes de mise en scène, justement, super intelligent. Les personnages, le trio des brigands, je les trouve vraiment... Moi, je les trouve incroyables. Ils me font... Voilà, c'est des faux méchants, donc je les trouve vraiment super. C'est clairement des faux méchants. Super attachants et je trouve que ces trois-là, en fait, résument en fait d'un certain ton qui a été, que moi j'y vois de la malice en fait dans ça, dans la façon de raconter. Et justement, ces trois-là, c'est vraiment les méchants de dessins animés, quoi. Bah, c'est ça, c'est les Rapetou, enfin, c'est les Dalton, ils sont pas sérieux, mais en même temps, ils sont super attachants. Et je pense qu'en fait, faut pas en attendre une énorme comédie. Moi non plus, j'éclate pas de rire devant. Mais à chaque fois, je ricane très fort ou je souris très beaucoup. La scène d'escalade, moi, à chaque fois... mais ça, c'est incroyable. Et puis... je sais pas si ça vous a pas plu. Des petites répliques du genre, pour réussir un plan, on a toujours besoin d'une brouette. C'est incroyable. Mais après, moi, j'en attendais rien. Hein. Encore une fois, je ne savais pas du tout ce que j'allais regarder. C'est aussi pour ça que que je trouve ça très étonnant, parce que vous l'avez probablement vu plusieurs fois, etc. Et c'est sorti à une époque où il y avait peut-être eu un positionnement très clair quand ils ont sorti le film. Mais quand tu le regardes 20 ans plus tard... Je l'ai pas vu quand il est sorti, tu sais. Hein. Je l'ai vu bien plus tard, parce que pareil. 87, j'avais 4 ans, mais j'ai dû le voir, oui, ça début 90. Je devais bien avoir 16 ou 17 ans perso. Hein. Ah, moi, j'étais plus jeune que ça. Bon, mais j'ai toujours été très con. En tout cas, quand tu n'attends rien, tu ne sais pas ce que tu regardes. Ça, on est d'accord. Et ça, c'est pour moi, rédhibitoire, parce que, moi, j'ai un vrai problème, mais encore une fois, c'est le fait que ça aille pas assez loin, quoi, dans tout. Mais moi, il n'y a pas forcément besoin que ça aille aussi loin, en fait. Non, mais en fait, qu'on sache pas ce qu'on regarde, ça me dérange pas. Moi, je suis, au contraire, j'aime beaucoup le mélange des genres, j'aime beaucoup sauf que quand tu fais un truc qui mélange action, rom-com, humour, et en fait, il faut que chaque élément soit bon. Et le problème, c'est que là, c'est un peu moyen sur l'action, c'est un peu moyen sur l'humour. La rom-com, elle est très classique. Et en fait, du coup, au final, t'as plein d'éléments, ce que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut... pour moi, un bon film, c'est un film qui va te faire rire et qui va te faire pleurer et qui va te faire, qui va te faire peur, Enfin, c'est un truc qui va te procurer plein d'émotions dans le même film. Et là, en fait, moi, ces émotions-là, elles viennent jamais parce que tout est plat et à la surface, en fait. Donc si il veut me faire rire, faut qu'il y aille un peu plus que trois gags. Moi, en termes d'émotion, ce film, il me procure du bien-être. J'ai l'impression, en fait, le réalisateur, il a réussi à me mettre dans ce lit confortable. Le grand-père, il était à côté de moi, le gosse, c'était moi, et chaque fois que j'ai envie d'être bien en automne, en hiver, je prends un plaid, et quand le film commence, j'ai l'impression d'être ce gamin et je me laisse embarquer dans le conte, et ce qui se passe dans la tête de ce gosse, je redeviens gosse. Et moi, c'est cette émotion-là qui me procure ce film. C'est ça, c'est je cherche pas des larmes, des éclats de rire, c'est juste
un énorme chamallow où il y a des personnes. En fait, je pars avec ces personnages qui sont pas à mourir de rire, où il n'y a pas des énormes effets de mise en scène sur le duel à l'épée ou je sais pas, mais où dès le début tu vas avoir Inigo Montoya et sa quête, et juste elle est hyper touchante cette quête, et la manière dont il se fait poignarder et il se relève quand même, c'est ce personnage. Je pense que t'étais dans une période de ta vie où t'étais un peu dépressif. Je vais terminer en fait. Parce que j'essaie de faire des phrases là. Non, pas du tout. Bah non, 16 ou 17 ans, j'allais très bien. C'est juste, c'est juste, tu me racontes une histoire en fait avec. Oui, mais il y a plein de trucs qu'on raconte des histoires. Bon, mais après, on a le droit de pas être d'accord, Olivier. Tu vois, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je connais plein de films qui sont basés sur le fait de tout d'un coup, on raconte une histoire et on rentre dans un. Donc je comprends pas en fait ce que celui-là apporte en fait en plus. Bah, je trouve la galerie de personnages absolument irrésistible en fait. Moi j'adore les persos. Vraiment les persos, je les trouve tous géniaux. Voilà. Si tu le demandes en fait aux personnes qui l'ont aimé, peu importe la période à laquelle ils l'ont aimé, c'est qu'il y a ce côté, c'est un film doudou. C'est ça. En fait, c'est un film où tu sais que tu te sens bien. Mais toi, ça, en fait, cet effet-là aussi, moi je l'effet inverse, je l'ai eu avec un film qui a été souvent cité comme étant ce film-là, c'est génial, c'est vraiment super bien, c'est aussi un film doudou, c'est Labyrinthe. Labyrinthe, je peux pas le supporter, ce film. Vous savez, le film avec oui, moi je l'adore, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, on dit, ouais, c'est Jim Henson, c'est les créatures, c'est machin, c'est... Bon, il y a des scènes vraiment très pénibles, mais dans l'ensemble, je l'aime beaucoup. Mais on va dire que Labyrinthe, tu vois, il y a ce côté-là un peu... je vais pas dire effet miroir parce qu'il est sorti un peu avant, mais c'est un peu dans le même genre avec Jennifer Connelly qui est aussi l'espèce de princesse, puis bon. Mais je pense que oui, c'est soit tu accroches directement au côté où je pense que ça va être très léger, ça va être. Je pense que vous avez déjà une appétence naturelle vers les contes de fées et les. C'est ça, oui, bien sûr. Trucs. Moi, absolument pas. Franchement, en fait. Moi pas justement. En fait, pas. La clé, c'est quand tu as dit, ou Sarah aussi, je suis pas trop capé épais. Moi, je peux me bouffer 5 ou 6, 10 films de KPDP en noir et blanc muet et lire des bouquins sur les fées écrits en vieil irlandais. Je vais partir, je vais adorer ça en fait. Donc, ça fait une vision de l'enfer pour moi quand même. Voilà, bah, je pense qu'on a tapé le fond du problème, titre. C'est que voilà, c'est pas les mêmes mêmes sensibilités sur ces sujets-là. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on me dise, tiens, ouais, moi, c'est quand tu dis, tiens, un gamin qui va imaginer, il va imaginer des trucs un peu nuls. Non, pas un peu nuls. C'est comment tu les traduis à l'image. S'il joue, j'ai dit comment tu les traduis à l'image. Comment tu traduis l'image. En fait, moi, c'est s'il jouait que ce serait effectivement, moi quand je jouais au J. Joe, je faisais des trucs mais en fait, par contre, quand j'imaginais le truc, quand j'imaginais ce que j'étais en train de jouer, au contraire, ça explosait de partout, il y avait des effets spéciaux de fou, tu vois. Donc c'est ça que je comprends pas en fait. George Lucas. Non mais oui, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que pourquoi Lucas ça a fonctionné tout de suite, c'est que parce que tout d'un coup il mettait une vision, il mettait à l'écran parce qu'il est pas dans la poésie, ce que t'avais dans le cerveau des enfants. Oui, et parce que Lucas il est pas dans la poésie, dans la démonstration. Sauf que ça n'a jamais marché sur moi. Justement. Non mais d'accord. Non mais. Toi justement l'effet où je sens qu'il y a une espèce de parodie. Moi Star Wars pour moi c'est une parodie de tout au long en fait. Hein. J'y arrive pas. J'y crois jamais. À aucun moment. Enfin là, aucun moment ça me fait le même effet. Je viens que t'aimes pas, mais que ce soit une parodie, j'ai un peu. Je comprends pas. Encore une fois, si, c'est pour moi. Non, mais oui. que t'aimes pas, d'accord, mais c'est pas une parodie. Moi, à aucun moment il y a des éléments parodiques. C'est-à-dire que c'est sérieux. Yoda, je le trouve très parodique en fait comme personnage, donc si. Ouais, enfin bon là c'est vraiment là je comprends pas. Oui, mais ça n'a pas été écrit pour être parodique contrairement à ce qu'on a vu là dans le film. C'est-à-dire que si toi tu l'interprètes parce que tu le trouves ridicule, c'est quelque chose
qui n'est pas forcément la même chose quand quelqu'un va aller, enfin, quand on regarde Princess Bride, il n'a pas été écrit pour être parodique non plus. Je veux pas où vous l'avez été chopé. C'est ce que j'allais dire. Attends, la scène de l'escalade, la scène de tomber dans le gazon, il y a un milliard de scènes qui sont forcément faites pour être. Si ça n'a pas été écrit pour être, si ça n'a pas été écrit pour être parodique, c'est loupé alors. Parce que franchement, moi, je regarde le truc, j'ai l'impression de regarder une parodie. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le premier mot qui me vient quand je regarde, c'est une parodie. Et quand je vois Peter Falk rentrer avec son grimé comme ça, je me dis, voilà, on va dans la caricature, en fait. Il y a une différence entre caricature / parodie et introduire du second degré. Pour moi, Peter Falk qui rentre, bon, il est mal grimé, ça, c'est la photo maquillage, mais c'est pas une caricature ou une parodie, ce personnage. C'est juste un personnage de grand-père qui vient s'asseoir raconter Oui, mais comme c'est mal fait, du coup, le problème, c'est que moi, je le considère comme une parodie. Mais ça, c'est ta perception. Hein. Mais ça n'a pas été écrit comme ça. Tout comme moi, je le perçois, voilà, je pense à Star Wars depuis le début comme une parodie. Et apparemment, c'est pas mieux maintenant, donc... Oui, mais à la limite, sur le personnage de Peter Falk, ça peut être libre à l'interprétation. Mais quand on parle de scènes qui sont clairement faites pour être... la scène de l'escalade dont on parlait tout à l'heure, la scène où il se casse la figure sur le truc, vous pouvez pas me dire que ça c'est pas caricatural et c'est pas parodique. Si, elles sont exagérées pour être drôles, mais pas pour être une parodie. Pour moi, une parodie, c'est que tu prends un truc clairement établi et ça aurait été le duel à l'épée avec 5 épées. Une parodie, ça va être plus y a-t-il un flic que ça, tu vois. Tu vas me dire, tu vois, quand ils sont en train de faire l'échange avec le poison et les vers, tout ça est très exagéré. Donc pour moi, ça part clairement d'un sentiment de parodie. En tout cas, quand tu le vois pour la première fois, c'est l'effet que ça te fait. Mais en fait, une parodie, c'est reprendre les codes de quelque chose qui existe et les détourner. Donc on est exactement là-dedans. Est-ce que pour vous... Tu reprends les codes d'un film des KPDP, sauf que tu mets du décalage dedans. Est-ce que pour vous, Astérix ou Kaamelott, c'est des parodies ? Parce que c'est ça, c'est la même chose. C'est tu prends un truc médiéval ou ancien avec des genres établis, donc le peplum ou l'heroic fantasy, et tu mets des langages modernes et des références familières comme Miracle Max qui dit le grand amour c'est la plus belle chose à part peut-être un Big Mac. Voilà. Dedans tu mets des éléments de langage d'aujourd'hui. Non parce que est-ce que pour vous ça c'est de la parodie ? Non parce qu'en fait c'est pas, ça joue pas sur les codes du genre en fait. C'est ça la différence. Voilà, c'est qu'une parodie, ça joue sur les codes d'un genre. Là, je suis désolé, ça joue à fond sur les codes d'un genre. Ça reprend les stéréotypes du géant, oui, mais ça les met. C'est au cœur du truc. C'est au cœur du truc. Ouais, mais les personnages alors que Kaamelott, ça va pas faire une parodie ça va juste situer son truc à cette époque-là, mais ça va pas dire tiens, je vais reprendre les codes de la KPDP puisque c'est pas le cas pour le coup. En fait, si tu veux, pour moi, le film a largement la paternité sur Shrek, et Shrek pour moi, oui, c'est une parodie parce que ça y va à fond les ballons sur tout. Alors que là, on est beaucoup plus dans un conte. Vous n'aurez pas l'Alsace ou la Lorraine, ça reste aussi très parodique niveau KPDP. Hein. Là, oui. Oui, j'étais cherché Coluche, oui. Parce que, pourquoi pas. J'aurais pu chercher Philibert. Voilà. Mais je respecte un peu les gens. Bref, pour résumer donc mon avis, parce que de toute façon on se mettra pas d'accord, je pense que. Bah non, il y a pas à se mettre d'accord. Non, mais voilà. Mais moi, je trouve que les personnages sont ultra attachants, que la mise en scène est un hommage au pouvoir de la narration en fait. On nous met à la place de ce gosse et on se dit tiens, je vais te raconter une histoire. Et je trouve ça absolument adorable et très charmant et très réconfortant. Voilà. Je suis bien moi dans ce film. En tout cas, tous les avis de la presse disent que c'est une parodie. Hein. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous qui citiez tout à l'heure son positionnement et ses notes et ses critiques, là, de tous les articles que je suis en train de lire, oui, une superbe parodie. D'accord, vous avez raison, c'est une parodie, je l'aime quand même. Non, mais il n'y a pas de débat sur le fait de l'aimer ou de ne pas l'aimer. De toute façon, on a tous des avis différents, et évidemment que c'est même mieux quand on n'est pas d'accord. Mais... comme je reprends de façon malicieuse les avis tout à l'heure, les notes et le fait qu'ils soient très bien notés. Elle a téléchargé les avis sur Télérama. Les mêmes
ont aussi dit que c'était une parodie. Voilà, juste pour l'information. Et donc, pour terminer sur la complexité de catégoriser le film, justement, il est sélectionné dans les meilleurs films de tellement de catégories que ça montre que personne ne sait où le ranger. Il est 38e dans les plus grandes comédies, il est 40e dans les plus grands films de famille, enfin familiaux. Il est... Crimes familiaux. Film. Ah, pardon, je veux dire, non, ils sont schizophrènes. Pas le parrain. Je connaissais pas cette catégorie par crimes contre- familiaux. Oui, il y a le, Par il y a contre, le parrain. dedans. par contre, Star Wars, c'est dedans. Crimes familiaux, il y a Star Wars. Non, c'est le biopic de Les l'autre là, parodies, Star Wars qui a aussi. buté toute sa famille, qui s'est barré. Le scénario de William Goldman, il est quand même 84e sur 100 pour la Guild, Writers Guild of America et 88e plus grand film sur la passion. C'est une catégorie pour l'American Film Institute. Donc voilà, c'est autant un film sur la passion que avec des sentiments familiaux qu'une comédie. Bon voilà, c'est très dur à catégoriser et peut-être que c'est aussi pour ça que ça divise autant. Non, parce que Voilà, moi quelle conclusion. j'aime bien. Non. Non mais moi c'est pas là-dessus que ça me gêne. Moi j'adore Mais les films. j'essaye J'adore de- les films inclassables en fait. Mais par exemple quand on me dit pas Ah oui, quand on me dit que c'est un des plus grands Night Shyamalan, j'aime beaucoup Inclassable. comme quand on me dit c'est un des plus grands films de passion, excusez-moi mais j'ai rien ressenti au niveau de la passion quoi. T'aimes pas les fruits, c'est tout. C'est, je veux dire, il y a quand même, je peux te citer 500 films avec plus de passion que Je peux te celui-là. citer quoi. 600 fruits de la passion. C'est parti, Mang, à toi. Je les connais tous. Je les connais Vas-y, tous. 6 dans 3. Je te prends les yeux fermés. Bref, alors Non. Fred, vas-y. Putain, il est classé devant Dirty Dancing dans le top de l'American Film Institute. Ah bah Mais qu'est-ce oui. que c'est que ces conneries? Mais n'importe quoi. Quelle honte. Quelle honte. C'est pourtant si bien écrit Dirty Dancing. Oui. Ah oui, le Roi Lion. Quentin, le Roi Lion. C'est pas un jeu de mime. Non, mais j'ai déjà beaucoup dit et je rejoins tout à fait ton avis. C'est vrai que moi, j'y vois vraiment ce côté-là, et sans doute parce que voilà, je l'ai vu enfant, et ici le revoyant avec les enfants aussi, puis je l'ai vu entre-temps. C'est le côté vraiment de ben oui, moi aussi j'ai joué au G.I. Joe, mais j'avais pas forcément que des effets spéciaux de chez ILM dans mes idées. Il y a des moments, je suis sûr que globalement, quand on fait un dessin, quand on imagine quelque chose, quand on fait sa première petite BD, machin, il y a des trucs qui ont absolument rien à voir. Et la scène, encore une fois, je reviens dessus parce que vraiment celle-là, moi, je l'aime beaucoup parce que je la trouve très drôle. C'est celle de l'escalade. C'est le genre de choses que, ben, ouais, ça tire en longueur, que t'as déjà vu dans des dessins animés, que t'as déjà vu dans plein de trucs. Et là, c'est la caricature plutôt que effectivement la parodie, et peu importe si Télérama a dit que c'était de la parodie, grand bien leur face, parce que je sais que t'as été chercher chez Télérama, je les déteste. Non, donc j'ai même forcément- pas. Je déteste Télérama Figaro. aussi. Alors, le Figaroscope, les Arocs. Bah non, il y a. Ça il y c'est a vraiment, qui ça c'est le même argument que les bobos parisiens, tu sais. Quand on sait plus quoi Mais dire, on dit quand oui, là- alors les bobos parisiens. Écran large, Télérama, T'avais tout les déjà. Arocs. Et qu'est-ce que je vais dire Bah, écran large. Écran large, c'est Mais pas non, Télérama. attends, non, elle a dit Télérama juste après, et les Oui, Arocs. j'ai cité tout le monde en fait. Ah oui, donc Il y faut en a pas plein. citer, enfin faut dire juste les. Ouais, excusez-nous de citer les 3 médias de cinéma qui existent en France, mais. Non, il n'y a Les pas 3. première, effectivement. Non, parce que je pense que ça date de trop longtemps. Bah, première, ça date. Non, mais je sais pas s'il y avait déjà au moment de Vas-y, des continue. années 80. Première, Continue. ça doit être un des plus vieux magazines. Les années 60. En tout Alors, cas, moi je ils me ont rappelle que je pas- l'avais programmé parce qu'à la maison il n'y avait que Télérama et qu'ils avaient dit que c'était hyper bien, donc je l'avais enregistré par curiosité. Ouais, Donc, bah, je tout d'un sais coup, qu'ils c'est bien avaient- Télérama. Mais moi de toute façon j'ai grandi avec. C'est Alors, drôle, hein. J'aime pas, mais C'est pour ça que j'ai dit que la dernière fois, je comprends mieux voilà. tes goûts. Tes goûts, Tes goûts. tes goûts. Non, ouais. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je déteste Télérama. Et je pense que voilà, il y en a qui savent. Il y a moyen. Non, mais voilà,
vraiment, ce film-là, c'est vraiment le côté doudou, vraiment, quand tu le dis, le côté on raconte une histoire et pourtant, moi, je suis pas, contrairement à ce que tu pourrais dire, ouais, si t'aimes les contes de fées, ben non, justement, les contes de fées me font, en général, vraiment, vraiment chier, quoi. Toi, si on me dit, ah tiens, on va regarder les premiers Disney, La Belle au bois dormant, Cendrillon et tout ça, c'est une belle histoire, c'est bien raconté. Je dis, non, c'est ultra chiant. Non, j'en fais pas, et ça a toujours été comme ça, mais celle-là, il y a un truc, c'est que il y avait le côté un peu le côté imaginaire qui marchait, le côté drôle, le côté cartoonesque, le côté où je retrouvais aussi parfois des trucs de Tex Avery aussi dedans, quoi. Franchement, il y aurait eu une scène, il y en a un qui marche dans le vide et au bout d'un moment il regarde en bas, il tombe. Ok, je le prenais, quoi. Bah, moi aussi, bon, je ils l'ont prenais pas ça. fait. Ouais, mais on a regardé Cactus Jack, et, Ouais. on s'en souvient. Bah, je préfère Cactus Jack. Hein. Je suis plus marré. Je vais te faire regarder Philibert, tu vas voir, tu vas finir par aimer Princess Bride. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air Philibert, Captain Puceau, tu connais pas? C'est parce qu'il il a cité Kaamelott tout à l'heure et dedans il y a Alexandre Astier. Donc c'est pour ça, ça pique. Non, mais voilà, mais après encore une fois, je peux comprendre qu'on n'y voit pas la même chose parce que forcément c'est pas soit pas le même âge, soit pas forcément le même affect avec soit le genre et encore, je suis pas non plus le plus grand fan des trucs des films de KPDP hein. Moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que vous me décrivez un film que je devrais adorer, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment. Oui, mais c'est parce qu'en fait, justement, c'est vraiment ça qui. Et je l'ai pas. On l'aime pour toutes ces raisons-là. Mais oui, mais c'est des raisons qui, moi, me plaisent, en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est quelque chose qui à la base, devrait me plaire, en fait. T'as juste pas accroché au personnage, en fait. Non, mais sauf que je retrouve rien là, de tout ce que vous me dites. Je vois rien en fait, dedans, en fait. Soit t'as pas assez accroché au personnage, soit tu t'es trop accroché à la réalisation qui était pas à la hauteur de tes attentes et ça t'a dérangé. Moi, perso, en fait, je me suis accroché au perso et la mise en scène, en fait, je l'ai oublié. Je suivais une bande de potes et je trouvais ça génial. Ouais, que ce soit pas moi, j'ai aucune attente et je m'en cogne de la réalisation, c'est vraiment pas les trucs que je regarde. Généralement, je m'attache plutôt vite au personnage et franchement, au bout de 20 minutes, je regarde Olivier en me disant mais ça va être drôle à un moment ou comment ça se passe? Après, vous êtes engrainés mutuellement là. Non, même pas. Non, même pas. Surtout qu'en plus, on n'est pas toujours d'accord. Moi, j'aime bien tout et lui, pas toujours. Donc, non, mais tu vois, c'est ce genre de discussion, etc. J'ai déjà eu et soit dans le sens où moi je vendais un film et puis finalement on était déçus ou dans le sens inverse. Voilà. Mais c'est toujours plus dur en plus quand c'est des films doudou comme ça. Mais c'est ça, tu vois, genre voilà. Labyrinthe, on me l'avait vendu, j'étais c'est génial. Puis surtout on m'a dit David Bowie, je fais mais putain quand même David Bowie. Moi j'avais l'image de David Bowie dans Furio, donc bon c'est pas la même chose. Oui. Mais malgré tout bon je me dis ça peut être vachement intéressant. On peut m'en montrer. Je fais c'est Jim Henson. Je fais ouais quand même il y a les marionnettes et tout. Et puis là je fais il est où Jim Henson là-dedans pourquoi les marionnettes elles sont dégueulasses même chose avec Star Wars forcément je pense qu'on a tous été dans cette époque-là où on te l'a t'as été il y a pas internet mais t'étais un peu dans ce truc un peu vendu tout ça on te l'a survendu même chose avec E.T. c'était pareil pour moi on te l'a survendu Star Wars avant même d'avoir vu Star Wars hein, donc c'est tu vois et pourtant on me dit influencé au collège quoi. Non mais en gros on me vendait tout un tas de trucs ouais il y a des sabres laser il y a ça il y a machin et puis je me suis retrouvé devant un film où c'est quand même vachement long quoi il se passe pas grand chose. Et t'as aimé aucun Star Wars de tous ceux qui sont sortis ou t'en as vu du coup que les premiers Non j'ai tous vu et celui que j'ai aimé c'est Rogue One. Celui qui est pas un Star Wars. Mais qui est incroyable. Ça, en fait, c'est comme avec les Disney, même chose pour moi, c'est que les Disney, si ça fait pas Disney, ça marchera sur moi. Ah, donc genre Le Roi Lion, t'aimes pas? Il y a des trucs que j'aime bien. J'aime bien Timon et Pumba. Le reste. Ok. Aladdin? Le génie. Ah ouais, ça va être marrant le numéro Disney. Hein. On va rigoler. Attends, en fait, tu vois, moi, dans le niveau Disney, il y a Cusco. Là, très haut. Ah ouais, je crois que t'allais dire couscous. Cusco, c'est couscous. Il y a couscous. Couscous tout en haut aussi.
Elle est à côté Non, mais de voilà. moi. Après, encore une fois, ouais, c'est. J'ai jamais vu je Cusco. peux, je peux comprendre en fait que aussi de votre côté vous soyez déçus parce que nous on a vendu quelque chose qu'on adore depuis des années. On est aussi, je pense, déçus de se voir qu'en fait ça a pas pris. J'ai la même déception que quand je dis voilà j'ai essayé de vendre les Wayne's World à ma femme. On a à peine regardé le premier, elle fait non ça marche pas. Alors que moi j'étais à fond dedans. Ouais. Je me dis bon allez on va attendre un petit peu. Il y a le moment de Bohemian Rhapsody, ça va marcher. Ou surtout que le 1 c'est pas forcément le plus accessible. Le 2 est beaucoup plus Oui, ça va. Ouais. beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus dans la parodie justement voilà. Non ça va pas marcher le premier donc j'ai même pas essayé le 1. Ouais, Alors que Spinal Tap j'ai eu la même peur pour revenir sur Rob Reiner. Spinal Tap je me suis dit ça va pas marcher, elle a peut-être pas les mêmes codes de rock, etc. Ça marchera pas. Très très pointu Spinal Tap. Hein. Eh ben, ça a ultra bien marché. Ah ouais, pourtant c'est proche de Wayne's World, tu vois. Ben ouais, c'est ça, je me dis, je prends le risque quand même, parce que c'est un de mes films fétiches, justement, de Rob Reiner. Il est pas mal dans dispo ma liste. quelque part, Spinal Tap, ou pas? Je l'ai pas vu, moi. C'est sur Canal, je pense que c'est Canal qui éditait. Ok. Moi, je l'ai en DVD. Moi, je vous conseille très fortement la bande-annonce qui est sur YouTube de Rob Reiner qui vend son film en disant j'ai pas fini le montage, j'ai pas d'image du film, c'est lui dans la salle de montage. Il dit par contre j'ai un super documentaire sur la fête nationale du Gouda dans les Alpes suisses, et donc c'est un documentaire sur des gars au Tyrol, tous habillés en tyrolien, et c'est un documentaire là-dessus. Voilà, et après, on en reparlera. Pardon. On en reparlera peut-être après, hors, parce que là, on est sur Princess Bride, on va terminer, parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, les deux là, en dessous, là, ils n'ont pas vu Spinal Tap. Et j'ai peur à nouveau. T'as pas vu Spinal Tap, Olivier? T'es mute. Non, j'ai pas vu, non. Voilà, mais juste pour revenir sur un truc comme ça, est-ce que, il y a des films que vous avez vendus, peut-être survendus finalement, et qui ont déçu? On terminera là-dessus. Sarah? Tous au moins un. Ouais, mais alors là, comme ça, spontanément, je saurais pas te... Dirty Dancing. J'ai plus des trucs... Non, des trucs que moi, on m'a vendus et où j'ai été déçue. En ce moment, par exemple, je vois pas mal de clapiches. C'est pas trop ma came de base. Il y a des trucs qui sont pas mal, il y en a d'autres. Voilà. Oui, c'est assez unique avec clapiche. Hein. Mais après, c'est toujours bien de découvrir quand même des trucs un peu classiques comme ça et un peu cultes, quoi. Mais non, des films. Voilà, moi j'ai un de mes films favoris. Et c'est ça qui est le danger aussi, c'est avec les films cultes, en fait. Oui, c'est ça. C'est des films cultes ou des réalisateurs cultes, des livres cultes, etc. Tu te dis, ouais. C'est universel. Mais en fait, non, c'est universel parce qu'en fait, il y en a qui ferment leur gueule. C'est surtout ça qui se passe. Ouais, mais c'est comme par exemple. On va pas dire qu'on n'aime pas parce que bon. Moi, j'ai beaucoup de films classiques comme ça que j'ai pas regardé ou que j'ai laissé. Par exemple, j'ai vu Eyes Wide Shut pour la première fois cette année. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Ils ont fait un pataquès, effectivement. Et voilà. Et après, c'est vrai que pareil, Le Parrain, j'ai préféré le 2 au 1. Le 1, c'était bien, mais c'était pas non plus... Donc, il y a quelques films comme ça, je vais me faire taper par tous les incels de France. Si t'aimes le Parrain 2, on avait fait un jeu il y a 2 ans peut-être, où il fallait chanter des chansons, et j'avais réussi à chanter un mélange du Parrain 2 et de Disney. Chante Ce rêve bleu, tu remplaces par Le Parrain 2. Tu verras, c'est D'accord. Voilà, donc après, c'est plus... Moi, j'adore Le Discours d'un roi, qui est pas du tout un film culte, mais qui est un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'est compliqué à vendre à quelqu'un quand même, ça. Et voilà, et en fait, du coup, à chaque fois que j'en parle, où les gens me demandent mes tops, etc., ils le voient, ils sont déçus, quoi. Mais moi, j'ai un lien avec ce film très, très, très fort, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Olivier, ton côté? Non, moi, à peu près tous les films que je recommande autour de moi, les gens les détestent, donc je peux pas vous faire la liste, donc voilà. Déteste, c'est un mot fort. J'ai pas détesté Eyes Wide Shut.
Ah non, mais je parle en général. Je ne conseille plus de films hors podcast. Qui que ce soit. J'évite. Oui, c'est un risque à prendre. Et donc, Quentin? Moi, moi, c'est Princess Bride. Je vous emmerde. Non, sans surprise, les Goonies, parce que là, par contre, typiquement, oui, grandi avec, vu à 7 ans, etc., gros affect. Je n'ai jamais vu les Goonies. Et tu vas le voir et tu ne vas pas l'aimer, comme à peu près 100% des gens de notre âge qui le découvrent aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je rechigne à le regarder, parce que en fait tout le monde m'en parle tellement. Je sais pas, il y a quand même la patte Richard Donner quand même. Non, moi je l'ai vu tard, je l'ai vu il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus, mais je l'ai vu tard et c'est horrible. Enfin, franchement, c'est pas très regardable. Et du coup, alors tu n'as pas aimé, on dit. Et du coup, je le conseille pas parce que c'est vraiment le genre de réflexion que je supporte pas. Typique Télérama, quoi. De quoi? De dire c'est pas nul, t'as pas aimé? Bah si, typiquement, c'est pas nul, t'as pas aimé, c'est tout. Non, mais ça c'est bon, on va arrêter. Ça me saoule. Ok. Très bien. Moi, j'essaye de faire de la diplomatie. Je suis désolé. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne le conseille plus. Tu vois. Ça. Très franchement, je savais pas ça pour les Goonies. Très franchement, je me doute que voilà, ça a vieilli, etc. Mais je me dis qu'il y a le côté aventure, peut-être qui peut toujours fonctionner. Mais après, je pense que je le regarderai un jour, typiquement, tu vois, mais un moment où je suis de très bonne humeur, où j'ai envie de rentrer dedans, mais parce que en vrai, j'ai vraiment peur d'être déçu. Typiquement, c'est produit par Spielberg qui fait Indiana Jones pour les gosses avec une histoire de pirate. Ça va pas chercher tellement plus loin que ça. C'est juste que quand tu as l'âge des gosses en question et que tu découvres ça et qu'en plus tu es fan d'Indiana Jones, t'es 3000% dedans et t'en peux plus tellement tu t'y crois. Après, oui, clairement, découvrir adulte, tu vois toutes les ficelles, tu vois les rochers qui rebondissent parce qu'ils sont faits en polystyrène. Voilà. Mais bon, par contre, c'est intergénérationnel parce que je l'ai fait découvrir à mes enfants petits et ils adorent absolument. On le regarde tous les ans et voilà. Donc ça fonctionne sur les petits d'aujourd'hui, mais je pense que c'est le côté grand. En tout cas, voilà, ça c'est la réponse à ta question, Fred. C'est celui-là que je conseille et que en général les gens n'aiment pas. C'est vrai que les Goonies, j'y avais pas pensé, mais ouais. Il y a des films comme ça, il y en a. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il en faut pour tout le monde. Et puis, parfois, les films cultes, effectivement, faut peut-être faire comme Olivier le fait, c'est peut-être une bonne chose. Dire, ouais, non, c'est un petit peu trop culte pour moi, ça risque de me blesser, donc je vais peut-être n'y pas toucher à ça, moi. Je l'ai appris de façon dure. En fait, il faut pas être blessé. Il suffit de pas être blessé quand quelqu'un me pas. Enfin, moi, quelqu'un me dit, si quelqu'un me dit, non, en fait, j'ai pas aimé, je m'en fous, en fait. Donc, moi, j'aime. C'était le côté c'est nul qui est, je trouve, un peu radical. Si tu dis que t'aimes pas, je m'en fous, c'est normal. À un moment donné, il y a des critères objectifs aussi dans un film. Je suis désolé, quand tu dis, il y a des rochers qui sont tout mous et on voit que ça rebondit et machin. Pour moi, c'est un critère objectif de dire que les décors sont pas bons, les costumes sont pas bons, les maquillages sont pas bons. Et à un moment donné, il y a aussi des critères que tu peux aimer après, mais ça n'empêche que un décor mauvais, c'est un décor mauvais. Après, est-ce qu'un décor mauvais fait un film nul? De quoi? Si à un moment donné, fait un film nul. À un moment donné, si t'as 4-5 éléments d'un film qui sont pas bons, enfin, je veux dire, oui, il peut y avoir la chaussure du mec au fond qui est plutôt stylée. Bon, le film il est bon. Alors laisse-moi reformuler ma question. La nullité pour moi c'est niveau 0, nul, 0. Si c'était 0, si je l'avais montré à mes gosses, ils auraient pas aimé. Si je l'avais vu gosse, je l'aurais pas aimé. Bon, après tu peux aimer Pas de patrouille, c'est quand même nul, en étant gosse. Dans ce cas-là, c'est pas nul, t'es pas la cible. Je sais pas, parce qu'il y a quand même l'épisode du Toutou-Garou. Je vais te dire un truc. Même le jour où tout a basculé, la cheap scripted reality,
Eh ben, Je coupe cet enregistrement. Non mais voilà, le problème c'est qu'on arrive à ce genre d'absurdité en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 3 personnes, ne crie pas, Olivier. à partir du moment où il y a, ça va bien se passer, on n'est pas. Mais je crie pas, je dis juste qu'à partir on arrive à des absurdités pareilles avec ce genre de réflexion, parce qu'à partir du moment où il y a 3 personnes qui vont aimer, on va dire ah bah non il y a 3 personnes qui aiment. Donc à ce moment-là on peut pas dire. Bah, forcément il y a toujours 3 personnes qui aiment quelque chose. Mais je dis pas qu'on peut pas dire. N'importe quel navet. J'essaie de discuter. Je sais que je vais me faire descendre parce que j'ai dit Philibert. Hein. Pas parce que j'ai parlé mal de Star Wars, hein, mais Philibert, oui. Et qu'en pense Télérama de tout ça? Moi, je pense que... Moi, ils aiment bien les Goonies. Bah oui, c'est la vie d'un mec. Ça, bah oui. Comme souvent avec les critiques, mais... Ça, j'écoute pas les critiques, moi. Bon, bref, voilà. Princess Bride, bah oui, c'était encore, voilà, un film qui a un statut culte et qui, bah... Ça passe ou ça passe pas. Et je pense que c'est tous les films cultes comme ça. C'est vraiment qui tout double. C'est pas genre il y a un pourcentage de. Non, c'est ça passe ou ça passe pas. Et voilà, là on a exactement l'exemple. On est 4. Ça passe pas pour 2, ça passe pour 2 autres. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est d'ailleurs pour ça que je ne ferai pas l'épisode sur Doctor Who. Non mais un jour je serai confronté à encore un peu plus à ça, à d'autres films que je n'aime pas et ou des réalisateurs que j'aime pas et puis bah, peut-être une découverte, qui sait. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute, mais on espère que ça l'était écoutable, audible. Et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour vous reparler. Et là, je sens que ça va être rock'n'roll aussi, de l'homme qui tombe à pic. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est la semaine prochaine? Ah bah, oui. si je me trompe D'accord. pas. C'était dans les 150 messages que t'as pas pu voir. De toute façon, c'est dans le calendrier, je l'ai fait, on peut en reparler après. Et voilà, donc l'homme qui tombe à pic. Qu'est-ce que ça va donner? La réponse au prochain épisode.